Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Christophe Keller, qui est préparateur physique au Krebs Antibes PACA. Il est spécialisé dans la réathlétisation et vous allez très vite découvrir ce que c'est avec nous dans l'épisode. Et c'est, à mon sens, un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur, en France. Il a la chance de côtoyer les plus grands athlètes internationaux dans diverses disciplines. Alors lui, il vient du football américain à la base, mais il s'est ouvert à beaucoup de champs. Athlète blessé, que ce soit sur la partie physique, mais aussi au-delà, d'où ça peut venir la blessure. Et on va parler de préparation physique et de sa vision de l'entraînement de manière générale. Je trouve cet épisode vraiment passionnant, mais je suis déçu. Déçu d'une chose, c'est qu'on a eu un problème à la captation audio, et que vous verrez, le son n'est pas aussi bon que d'habitude. Alors ça reste tout à fait audible, mais je suis un peu déçu en termes de qualité audio. Donc Christophe, pour la petite anecdote, on avait voulu tourner un épisode avec lui pendant la saison 2 et on avait déjà eu un problème où on avait perdu, à cause d'une casse de disque dur, l'audio et la vidéo. Donc malheureusement, je crois qu'il y a une vraie malédiction et Christophe ne doit pas passer à son plein potentiel dans l'émission. En tout cas, j'espère que l'épisode vous plaira et on se retrouve très vite à la fin. Salut! Cette vidéo est parrainée par Larrock. Créée en 1989, Larrock est un fabricant de matériel de sport dédié à la préparation physique pour le haut niveau et le fitness. Larrock est une entreprise française. La fabrication est effectuée dans son usine située en Provence, au pied du Luberon. Toutes les étapes de production y sont intégrées, ce qui permet à Larrock d'aller très loin dans la personnalisation, tant au niveau des finitions que des fonctionnalités. Les ingénieurs de Larrock travaillent en collaboration avec des sportifs, préparateurs physiques et experts en biomécanique et réathlétisation. Le matériel Larrock est fréquemment choisi pour équiper des centres de haute performance en France ou à l'étranger. Le savoir-faire de Larrock s'étend également autour de la rééducation, avec sa société sœur, Genin TechMed, qui fabrique, elle, des équipements utilisés par les kinés, ostéopathes et centres de rééducation. Pour plus d'infos et si vous êtes intéressé, rendez-vous sur larrock.com. Christophe Keller, bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Merci pour l'invitation. Je te re-invite. Alors, pour explication, on a tourné un épisode il y a quasiment un mois, en novembre 2023. Et sauf que deux disques durs ont été cassés, le disque dur normal et la sauvegarde, et je n'ai plus que l'audio. Donc d'ailleurs, si tu me donnes ton accord, on pourra diffuser l'audio sur le club des entraîneurs, pour ceux qui en voudraient peut-être un peu plus. Je ne sais pas si on va aborder exactement le même thème, et de toute façon, là, il y a eu une année de plus, une année importante, celle des Jeux, qui est passée, donc je pense qu'il y a pas mal de nouvelles choses. Je vais nous en parler un petit peu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Christophe Keller, tu l'as dit, donc moi je travaille au Krebs PACA Antibes, donc je suis responsable de la cellule de réathlétisation et de préparation physique. Donc à ce titre, j'ai la prise en charge des sportifs blessés en réathlétisation, donc sur le site. On m'envoie aussi des sportifs de fédération, donc en passant par l'Agence nationale du sport, par la MRP, la Maison régionale de sport performance, ou des sportifs professionnels donc qui sollicitent l'établissement et qui viennent. J'ai des sportifs tous les étés, pour la réathlétisation, pour l'athlétisation préventive également, ou pour la préparation physique. Donc je m'occupe en préparation physique des athlètes qui sont en préparation olympique ou paralympique sur le site. Donc je suis très impliqué sur la paranatation depuis les Jeux de Londres en 2012. Je fais aussi sur le site la formation continue des entraîneurs experts sur les technologies de la performance, sur l'accompagnement, planification, quantification de charge d'entraînement, relation entre les entraîneurs. Donc ça c'est ma mission sur le site. Donc mission parallèle, je le disais tout à l'heure, avec l'ANS, lorsqu'on sollicite l'établissement ou la MRP, on peut me mettre à disposition d'une équipe nationale, comme c'était le cas avec l'équipe de France de volley pour la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo, ou cette année la Fédération française de gymnastique pour accompagner donc Samir El Saïd pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc ça c'est, je suis depuis 2006 sur le Krebs Antibes. Avant j'ai une autre vie, donc de sportif de haut niveau dans l'activité du football américain. En parallèle, j'étais entraîneur de l'équipe de France junior, j'étais conseiller technique régional ou fédéral, parce qu'on avait plein de postes à l'époque à la Fédération française de football américain, mais j'avais les mêmes fonctions qu'un secrétaire, d'ailleurs, du ministère des Sports
l'époque. Responsable de pôle, donc j'ai ouvert avec un collègue le premier pôle de football américain en 1999, c'était sur Amiens. En parallèle, j'étais bénévole pour le centre de formation de football, football soccer, tout ça, donc l'Amiens, il a assez football avec la MPS, je salue si vous écoute. Et en fait, la préparation physique, je suis tombé dedans à l'âge de 15 ans, donc j'étais des jeux sportifs, et pendant que j'étais entraîneur, j'étais disponible pour faire la préparation physique hivernale, et puis j'ai pu jouer, je suis toujours depuis la suite. Donc je m'étais amusé à faire le compte de l'ensemble des sports, avec le nombre de sports pour lesquels j'avais travaillé, où j'avais été impliqué, j'en étais à 33. Voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'aime la diversité parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort et réfléchir un peu à l'autre. Alors, on peut commencer justement notre échange là-dessus. Tu passes d'une discipline à l'autre, en prépa physique. Comment est-ce que tu fais pour passer d'une discipline à l'autre? Est-ce que c'est juste une analyse de la tâche simple? Est-ce que tu vas discuter avec des entraîneurs? Comment est-ce que tu te formes pour savoir un peu les leviers de performance dans ces disciplines? Un petit peu des deux en fait. Je fais ce qu'on fait tous. Je vais voir la logique interne de l'activité déjà. Donc que ce soit sur tout ce qui est physiologie d'effort, en termes de force, donc quelle est la dominante de force dans l'activité, le versant psychologique, le versant technique, le versant tactique quand il y en a, c'est bien souvent le cas, même des sports comme la natation. C'est un petit peu un débat que j'ai eu à l'époque en paramétration, vous n'avez pas de tactique. Bah si, en fait, quand tu vas te glisser près de la ligne d'eau, ou tu étais sur du relais, tu choisis quel est le premier relayeur, ou le dernier, on l'avait vu avec l'équipe de France à l'époque de Dana Bernard. Ça s'en collait sur la ligne d'eau, et on va parler de la tactique. La complexité de la tâche, le degré d'opposition également, notamment sur les sports collectifs ou les sports de combat que tu connais bien. Et puis oui, je parle beaucoup de vie. Je communique beaucoup avec les entraîneurs, avec les préparateurs physiques, avec tout ce qui gravite autour de l'activité. J'aime bien me faire ma propre idée de l'activité. Aller regarder les us et coutumes de la discipline. Donc tout à l'heure, je te disais 33 sports, je pense que j'ai dû entendre au moins 30 fois oui, mais nous c'est différent, ou moi tu en fais comme ça. Donc voilà, le fameux adage de tous les sports. Et justement, la diversité permet quelquefois, c'est pour ça que j'adore explorer différentes disciplines, de se dire bah, tiens, peut-être qu'il y aura potentiellement une autre ouverture. Ça me permet moi aussi d'apprendre beaucoup de choses sur différents sports, de m'interroger. Et voilà. Globalement, c'est logique interne de l'activité, avec tout ce que je t'ai aussi. Ok, trop bien. Est-ce que tu vas aussi te pencher sur un côté scientifique, études, etc. ou pas trop? Bah, c'est bien sûr que oui. Je vais regarder lorsque je te dis faire une analyse biomédicale, physiologique. Voilà. Donc c'est vraiment au cas où, est-ce que tu te bases sur des. Tu peux prendre, j'en sais rien, les derniers championnats du monde et chronométrer toi-même et regarder un petit peu ce qui se fait. Alors j'aime bien regarder par moi-même, me faire ma propre idée. C'est le syndrome que je donne souvent de la machine à coudre, en fait. C'est toujours, quand on t'amène une machine à coudre, enfin, un truc à moi qui est spécialiste de la couture, tu as deux types de possibilités d'approche. Bah, la première, tu prends le manuel, et puis tu regardes, on fait le carton, page 1, page 2, sortir la machine, page 3, crac, et puis tu as l'autre méthode, qui est plutôt mon approche. J'ouvre le carton, je sors la machine, je regarde comment ça fonctionne, et puis je bidouille, et puis si quelquefois j'ai besoin, je vais rechercher dans le manuel. Donc en fait, je fais la même chose, c'est-à-dire que j'aime bien avoir ma propre approche de l'activité, la fonction de l'approche de l'activité. Après, effectivement, je vais chercher ce qui existait. Par exemple, tout à l'heure, en préambule, je te disais que je travaillais avec Valérie Perret sur le football, c'est en 1999. J'avais ma vision pour avoir été dans un centre de performance de football comme jeu sportif, ma vision de l'activité, qui en 1999 n'était pas du tout la vision de l'activité. Celle que j'avais, on te dit encore, c'est un sport d'endurance. Ouais. Et pour moi, ma WC, c'est un sport d'endurance vitesse. Alors à l'époque, on était point fou. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à l'entraîneur de me donner tout ce qui existait en termes de formation, ce qu'il y avait encore. Je prends formation E1, E2, E3, le diplôme d'entraîneur professionnel. Et puis j'ai regardé un petit peu, quelles étaient encore une fois les coutumes de l'activité, quelle était mon approche. Et je lui ai proposé à l'époque donc, de faire, je pense qu'on était vraiment dans les premiers, surtout pour la centre de formation, un entraînement pour les gardiens, les arrières, les milieux, les avants. Et puis on diversifiait comme ça les entraînements. Et puis d'arrêter de faire, alors c'est très discutable, mais c'était ma philosophie de l'époque, pas forcément une vitesse de verre globale, puisqu'on
désolé, le footballeur, mais c'est souvent. C'est pas du continu. C'est pas du continu, et en plus, souvent, c'est la taille en dessous parce que c'est beaucoup plus simple que l'entraînement. Voilà. Donc, d'avoir cette approche, et j'ai eu la chance qu'un logiciel, je donne le nom, c'est un discours, tu comprends si tu fais montage, sorte en 99 avec, je me rappelle, le premier match, c'était France-Norvège. En fait, ça a donné justement du corps à l'argumentaire que j'avais, puisque on se rendait compte qu'effectivement, le nombre de courses d'un Zidane à l'époque, de 0 à 5 mètres, c'était en course, de 5 mètres et 10 mètres, puis au-delà de 25 mètres, en fait, il n'y en avait pas beaucoup, donc il fallait arrêter de tourner autour d'un terrain. En tout cas, à un certain moment de l'année, il fallait passer sur autre chose. Donc voilà, j'utilise beaucoup justement les études pour aller donner un sens à la vision que j'ai de l'activité. Sur notre activité qui est le handball, où je l'applique un petit peu en ce moment. Donc là, par contre, ils ont des tas de données, justement, sur l'international, national, notamment sur l'équipe féminine. Et là, le coup, je cherche un maximum d'informations qui vont faire gagner du temps. D'ici peu, il y aura encore plus de données avec 600 à développer. Exactement. Le projet est assez dingue. On va en parler, je pense, il n'y a pas trop de soucis, mais ils sont en train de développer des systèmes de tracking GPS indoor, mobile, qui pourront se mettre vraiment partout pour récolter toutes les stats sur du départemental, régional, interrégional, national, partout. Et c'est assez hallucinant le niveau de complexité d'IA et d'algorithmes qu'il y a derrière ça. J'ai rencontré ceux qui développent justement ce projet-là, et c'est juste hallucinant ce qu'ils arrivent à faire. Il y a quelques encore améliorations sur les phases de contact. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je dis moi, je veux calculer ma charge d'entraînement en judo, je ne peux pas le faire. Parce qu'avec votre truc, là, elle revient dans quelques temps. Parce que les phases de contact, ils avaient pu repérer qui est qui, en fait. Encore plus sur les kimonos blancs et blancs. Ouais. Donc voilà. Mais super intéressant ce qu'ils sont en train de mettre au point, et je pense que ça va révolutionner les data, en tout cas dans le handball et dans tous les sports de petit terrain intérieur. Tu vois, ce que tu dis, c'est important parce que moi, issu du football américain, donc j'avais développé une équation, une échelle de quantification, donc 18, je crois. Je peux transférer ou adapter pour différents sports collectifs. Et il y a un élément qu'on ne prend jamais, justement, au rarement, c'est justement la complexité de la tâche, le degré de position. Donc, si on combat tous les deux, tes judokas, je pense, d'un point de vue cognitif, si, ça va être simple, hein, tu vas arriver, tu vas rigoler, donc ta fréquence cardiaque elle va pas remonter, le système sympathique, parasympathique, techniquement, tu ne vas pas avoir beaucoup à t'employer, physiquement, pas trop non plus, même si je vais lutter, par contre si je commence à t'amener à une heure, rien que là tu vas en prendre un plus, physiquement, techniquement, psychologiquement, donc le degré de position, une incidence sur l'ensemble des facteurs que je viens d'énoncer. Les contacts, les sports de contact et les collisions, le degré de position, la complexité de la tâche, l'enchaînement de ces contacts, en fait. Et ça, on le prend trop souvent en compte. Pas assez en compte, pardon. Et justement, il y a encore quelques années, on ne prenait que la fréquence cardiaque, qui ne reste qu'un seul élément. La lactatémie, des petits marqueurs comme ça, mais qui ont été très ciblés, entre guillemets, sur une filière. C'est très vulgaire ce que je dis, mais... moi, je sais que j'ai bossé pendant 3 ans et demi, 4 ans, sur trouver un modèle pour quantifier la charge. Alors, c'était en judo, mais plus largement dans les sports de combat. J'avais envoyé des mails à plein de chercheurs, plein d'entraîneurs. J'ai discuté avec des entraîneurs des équipes de France, j'étais sur Pôle France à l'époque. Mais vraiment, j'étais obsédé par ça, parce que je sortais de STAPS, on me disait il faut quantifier, et moi je disais, mais course quantification, j'allais voir les profs, je disais, moi je cours pas, moi je saute pas, moi je peux faire 2 combats avec le même adversaire, une fois je suis à 30%, moi je suis à 110. Comment je fais? Et là, moi je dis, on sait que dans les sports de combat, si je joue, bonne chance si tu me dis. Donc je m'étais mis ça en tête. Et j'ai testé plein de choses. La seule chose que j'ai finalement mis en place, vraiment sur le pôle, qui fonctionnait. C'est pas très précis, mais ça fonctionnait assez pour ce que nous on faisait en tout cas. C'est avoir des alertes rouges. C'était par rapport à la séance prévisionnelle de notre part. Et à la fin, comparé à celui de tous les sportifs. Donc là, tu as 70 gamins du groupe qui viennent rentrer leur donner en certain entraînement. Ça prend 1 mois ou 2 pour que ça soit calibré, qu'ils comprennent ce que c'est un 10, un 8, un 5, un 4. Et ensuite, moi j'avais sur Excel, parce que je ne peux pas regarder 70 trucs à chaque entraînement, sachant une centaine de fois par jour, donc je vais faire.
J'avais mis juste un système sur Excel tout bête, de feu rouge, feu vert. Et en gros, il y avait les feux verts, c'était feu orange, feu rouge. Feu orange, c'était un de RPE différent, et rouge, c'était plus de genre moins ou en plus. C'est pour moi, quelqu'un qui ne s'est pas entraîné fort, c'est un signe aussi qu'il y a peut-être de la fatigue, pas que quand il ressent en plus. Et quand je voyais le feu rouge, je disais, ok, c'est un. Peut-être qu'il avait mal mangé. Quand t'en as deux, généralement, je fais là, on va discuter. Comme j'étais prépa, je jouais pas directement sur les sélections, j'étais jeune, on s'entendait bien, on rigolait, on s'appréciait tous, tu vois. Enfin, je pense que tout le monde appréciait quasiment tous. Et je leur disais, bon, qu'est-ce qui se passe? Et comme il savait qu'il pouvait me parler, et que moi j'allais juste voir l'entraîneur en disant qu'il a besoin d'une adaptation, mais je te raconte pas ça. Parce que si ça aurait été l'entraîneur, je devrais parler avec lui, mais moi je ne dis rien. Donc les athlètes avaient une certaine confiance, et en fait ça me permettait d'éviter des blessures, parce que en fait le gamin il te dit, ouais, mes parents sont en train de divorcer, quand je rentre chez moi c'est la guerre, donc je récupère plus les week-ends, je suis fatigué, j'ai mal ici, j'ai un petit truc là, voilà. Et si tu dis, ah c'est bon, comment dire, t'as fait une tapette. Ouais. En fait, ton gamin il se blesse, mais tu sais pas s'il va se faire un croisé ou s'il va juste se faire une petite entorse du doigt. S'il se fait un croisé, sa carrière, il faut tuer. Faut pas se mentir à cet âge-là. Et donc, on a mis ce système en place. On a mis d'autres adaptations. On passe d'une vingtaine de blessés quasiment en continu à 3 dont 2 croisés fait de match. Là, tu pourrais vérifier ce contre à l'envers. Le genou reste en place. Et donc, on a mis en place ce système-là qui fonctionnait juste via le RPE, prévisionnel et réel. Et pour quantifier un petit peu la charge sur l'année, pour avoir une idée, je faisais fois le temps. Ouais. Tout bête. Ouais. Pour moi, tu as un outil. J'avais un outil, c'était des unités totalement arbitraires, mais on savait que le 10 000, ça correspond à ça, le 3 000, c'est ça. Et on a vu notre outil, on construisait comme ça. Et en fait, c'est le modèle le plus simple, qui est potentiellement le moins précis, qui dépend complètement de l'implication de l'athlète. Parce que des fois, tu les voyais après, ils étaient complètement dans les fourreaux parce qu'ils s'en foutaient, ils mettaient 2, ils pareil. Donc tu leur remontais un peu les bretelles et puis hop, après ça allait. Mais donc tu avais cette fluctuation-là aussi. Mais dans l'ensemble, ça nous donne de très très bons résultats. Plutôt que d'utiliser la fréquence, le HRD, le truc machin. Le souci qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on a pléthore d'outils en fait, qui sont tous très bien, et les uns comme les autres. Par contre, il n'y a pas d'outils. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ce sont que des éléments d'aide à la performance, les uns associés aux autres, ou pas. Et donc, effectivement, trop souvent maintenant, on se retrouve avec des sports scientistes. Alors, regarde, on pas spécialement de préparation physique, de préparateur physique, mais on va te dire des sports scientistes. Donc, ok, il faut, c'est sûr, c'est certain. Par contre, la première chose, c'est d'intéresser, comme tu l'as fait là, c'est le niveau de disponibilité, comme tu le décris, du sportif en fait. Donc, quel était mon sportif? Quelle est l'incidence de la séance qui est régulière, avant-hier, ce qu'on appelle les effets que tu connais très bien, indirect, retardé, cumulé. Comment j'adapte? Et la définition de la planification, c'est limiter les incertitudes. Parce qu'en fait, lorsqu'on planifie, lorsqu'on quantifie, lorsqu'on périodise, en fait, on fait quoi? On essaie de regarder quels vont être les effets sur le sportif. Et en fait, moi, ce que j'aime dire, en fait, c'est que lorsque je quantifie, lorsque je planifie et lorsque je teste, le test, il n'est pas fait pour le sportif, en fait. Il est fait pour moi à travers le sportif. C'est-à-dire, si j'ai voulu développer des qualités neuromusculaires, cardiovasculaires, si tu as une équipe de sport co, tu as un sportif, et puis que tu en as 18, quand tu as développé les qualités que tu voulais, en fait, tu n'as pas que des bouilles en face de toi. La première question à se poser, c'est que toi, en fait, tu t'es pas trompé dans ce que tu as voulu mettre en place. Et moi, j'aime quantifier, alors, j'ai envie de te dire de manière simple, c'est pas forcément simple, pour que ce soit le plus facile possible pour l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il arrive à s'approprier de la quantification et de la méthodologie de quantification avec des outils simples, souvent des outils comme Excel. Toi, j'ai développé pour le football américain, c'est les premières équations que j'ai mis en place, les premières quantifications que j'ai mis en quantification. Je prenais 5 éléments différents, la fonction des éléments, tu avais une pondération, fixant de pondération, je multipliais pareil avec le temps, en fonction de, comme je te disais, l'application physique, tactique, psychologique, moteur, complexité de la tâche, de l'opposition.
je passe sur il y a des années sur du patinage artistique, moi je m'adapte, ou sur du corps du trampoline en fonction des spécificités de l'activité. Là, pour être sur vraiment l'actualité de cet été, avec Samuel Al-Saïd sur la gymnastique, en fait, je regarde ce qui se fait comme type d'équation. Il y a Gadjo qui a fait des équations sur la gymnastique, il y en a d'autres. Et en fait, je vois que l'entraîneur, je vois que le sportif, je dis ok, donnez-moi tous les éléments que vous avez qui sont possibles en gymnastique. Et puis si vous êtes d'accord, on va réfléchir à un moyen de quantifier les différents éléments avec des coefficients de pondération. Donc de difficulté en fait. Est-ce que ça vous convient? En faible, moyen, grand, très grand. Voilà, les 4 niveaux. À partir de là, on va se créer une échelle qui n'existe pas en fait, puisqu'on ne connaît pas le nombre exact que l'on va avoir à la fin de chaque action. Par contre, on a des indicateurs. Et derrière, quel est le programme que tu veux réaliser avec l'ensemble des enchaînements, avec les différents types de forces. Et ça répond à la question du début, c'est comment je me la culture de l'activité. Bon, bah, je regarde, je fais un programme, je regarde la vidéo, puis je regarde les régimes de contraction musculaire. Donc, est-ce que c'est de l'iso, du concentrique? Est-ce que c'est de l'excentrique? Lesquels sont enchaînés? L'isométrie en concentrique ou l'excentrique? Je demande à l'entraîneur sportif, je lui dis voilà moi comment je le quantifie, de 1 à 4. En termes de pénibilité de l'effort, personne. Comment tu le perçois? Toi, entraîneur, toi, sportif. Ok, donc voilà, ce régime de contraction concentrique, pour moi, il est à... Ok, par contre, je vais bon, okay. C'est un régime, hein, pour moi, c'était à 6 sur 4, mais toi, tu l'as. Okay. Là, l'excentrique, voilà, par contre, je le mets à 4. Ok, tu le maintiens combien? 3 secondes. Donc, je regarde tous les régimes, je mets des coefficients avec des couleurs, et derrière, il y a l'échelle des formules de quantification. Et de là, on s'est fait un outil. Donc là, on a développé, donc de septembre de l'année dernière jusque-là, les Jeux Olympiques. Et ce qui est marrant, c'est que la prédiction que j'avais avec l'entraîneur, je lui dis voilà l'échelle, le maximum, donne-moi le maximum de ce que tu peux faire sur un entraînement chimique. Je dis là, c'est 150, 152, 153, entre 150 et 155, j'ai plus le chiffre en tête. Et elle me dit Christophe, non, c'est pas possible. Là, tu verras qu'on va arriver beaucoup plus. En fait, parce que derrière, le sportif se sera habitué sur les enchaînements. Et derrière, Samir voulait faire un autre programme. Donc un programme avec un enchaînement qui n'avait jamais été réalisé jusque-là. Pour moi, mon job, c'était de proposer donc, un système à la demande de l'entraîneur, donc d'intégration du travail musculaire dans l'entraînement gymnique. Donc j'ai fait des enchaînements, j'ai proposé, parce que moi je suis force de proposition. J'ai coutume de dire que moi je suis là pour accompagner l'entraîneur et le sportif. Et je ne travaille pas avec et pour le sportif et pour l'entraîneur. Donc voilà, temps d'enchaînement, temps de récupération, en termes de série. En fait, ce que tu ferais en musculation, mais adapté comme mon programme chimique, la spécificité du programme qu'il veut mettre en place. En fait, on s'est retrouvé avec un entraînement à 190, largement au-dessus des 150, 155 qui étaient disposés. Mais là, vraiment, en fin de préparation très difficile, intensité de semaines très grande, quelques semaines avant les Jeux Olympiques. Donc tout ça pour te dire que tu peux tout adapter en fait. Donc j'ai fait sur le football, j'ai fait sur le football américain, j'ai fait sur la gym, le trampoline, le patinage avec des spécificités. Et l'idée c'est pas de monter une usine à gaz, c'est que l'entraîneur va s'approprier de la méthodologie, quelque chose qui lui parle parce qu'en fait le technicien c'est lui. Je n'ai pas la prétention de maîtriser la gymnastique, le patinage artistique. Mais par contre, voilà, ce rôle d'accompagnateur. Et ça me semble important parce que, me semble-t-il, le premier rôle de préparateur physique, j'y suis vraiment attaché. C'est la planification, la programmation, la périodisation, cet accompagnement, et surtout la quantification. Parce que les entraîneurs, à la base, tu me définis comme un entraîneur, parce que j'étais entraîneur de niveau sur les équipes nationales, entraîneur en chef sur les équipes club hors élite, je suis entraîneur, mais c'est ce rôle d'accompagnement et d'accompagnateur. Parce que derrière, c'est facile de venir poser des plots, de faire pousser des barres, parce qu'on te donne toujours le même objectif. Je veux qu'ils soient plus vite, qu'ils courent plus vite, plus endurants, plus forts. Et oui, mais peut-être que la première chose à regarder, c'est qu'est-ce que tu fais dans l'activité? Et comment on peut t'accompagner pour essayer, parce que c'est pas une science exacte, d'onduler les charges d'entraînement. Donc, arrêter de toujours sur la société faible, ou moyenne, ou très grande, et comment on va essayer, justement, je reviens à ma définition de limiter les incertitudes, à un moment donné, espérer fatiguer le sportif, parce que pas de fatigue, pas d'adaptation, en fonction de l'état de disponibilité du sportif,
Et à des moments, arriver sur la fameuse phase d'affûtage, si toutefois elle existe, moi, en tout cas, on va relâcher les grosses charges d'entraînement pour arriver sur plus d'intensité spécifique dans l'activité, diminuer le volume, enfin tout ce qu'on connaît sur les règles. En fait, c'est ça ma vision du préparateur physique des Jeux. Et malheureusement, c'est ce qu'on a fait pour on va poser la question de nombreuses fois différents types d'entraîneurs, certaines disciplines sont encore très axées là-dessus. On se réfugie derrière une nouvelle technologie d'aide à la performance. J'utilise tout partout, que ce soit des GPS, que ce soit le HRV. On va utiliser le HRV notamment en te disant ah tiens, voilà. Ah bah tiens, voilà un orange. Ouais, je peux le vocabulaire à certains entraîneurs. Hein. Je vais leur mettre une dose. Il est vert, là je vais mettre la super dose. Ah, il est rouge, là moi par contre, puis en fait non, c'est un indicateur qui doit te permettre de voir c'est ce que tu veux développer et tu développes au bon endroit. Mais pas je remets les pieds dans l'accélérateur ou je tire le frein. C'est la problématique que l'on rencontre. Ouais, c'est une analyse faite à l'envers en fait. Et oui, et pour être quand il a suivi la séance précédente et, voilà. Et pas l'inverse. Voilà, et pour être intervenu en stable jusqu'il n'y a pas longtemps, en fait, lorsque aux étudiants on leur posé la question comment vous planifiez, quantifiez, ça vous quantifiez, RPE. Et non. Tu vérifies en fait. Très bien. Tu quantifies pas, tu vérifies, mais c'est vrai que tu as voulu mettre en place, donc c'est une problématique. Ok. Est-ce que tu as eu des réponses pertinentes sur la quantification? Pas tant. Et ouais, quand tu vas quantifier par exemple en Chine avec ce système d'adaptation, comment dire, il y a des sports, alors peut-être que c'est le cas de la gym, je ne sais pas, mais où on a toujours tendance à s'entraîner au maximum, parce qu'en fait ce maximum n'est pas du tout un maximum, parce que tu vas être entre les 80-90%. Tu parles du football. Je parle de beaucoup de sports. Je parle du judo, du kayak, de la boxe, de l'athlé souvent. Non, peut-être pas l'athlé. 80% de quoi déjà? C'est ça, c'est parce que dans mon sport, on plaque à 50%. Comment ça, 50%? Ou je te plaque ou je te plaque pas? À 100%, je te casse les deux jambes, à 100%, je te casse une. Donc, c'est ça. Donc, non, déjà, on me dit 80%. Alors, ça, c'est ma philosophie depuis longtemps et je me suis dit, enfin. Je suis quelqu'un qui, tant que mon corps me le permet, en tout cas, que je suis capable de le réaliser, en fait, je teste pour lancer faire le sportif. Donc, j'étais de l'école, moi, du cardio, le cardio-fréquence-mètre, l'un des premiers dans les années 84-85. Bon. Ça donne un aperçu sur mon âge. J'étais pas né. Ouais. C'est quoi ce mec-là? Et en fait, à l'époque, quand tu disais, il n'y avait pas de test VO2 pour aller faire un test VO2, comme on fait maintenant. Il fallait avoir 2 ordonnances du médecin qui disaient que tu avais une pathologie cardiaque. Donc moi, je faisais faire ça pour le médecin. Et j'allais faire les tests, j'avais 14 ans. 14-15 ans. Et donc, il y avait un coureur cycliste qui s'appelait Pascal Lons, qui est de Chinois, qui avait des cardio, puis j'avais un cardio, et j'ai commencé à faire mon micro-cardio, puis à faire ce qu'on faisait en fait. C'est-à-dire, tu mets le cardio, 150 pulses, entre 150 et 168. Si ça bip en dessous, t'accélères, ça bip au-dessus, tu ralentis. Et j'ai commencé à m'entraîner comme ça. J'ai commencé à faire des programmes comme ça, à 16, 17 ans, 18 ans. Et je me rappelle d'une séance, de 2 séances. J'avais une séance identique à faire avec 28 heures d'intervalle. Je peux te dire encore l'endroit où j'étais, le nom de la ville, vent de face. Ouais, j'étais au taquet, une fréquence cardiaque, il fallait que je freine, vent de face. Et je me dis, mais c'est pas possible en fait. Bon, 48 heures après, c'était pour faire la même chose, c'était une courbe de 18%, je te donne le braquet 42-21, plein sprint, pour arriver à la même fréquence cardiaque. Et là, je suis rentré chez mes parents, je me dis, voilà, 17 ans, toi. Je dis, mais ça marche pas ça. C'est bizarre. Et je venais de découvrir en fait le système ortho-parasympathique que je ne maîtrisais pas. Donc je suis autodidacte, j'ai tout appris tout seul quasiment. Donc j'ai dit, bon, ça marche pas. Donc je fais autre chose. Donc je me mets des temps de travail, temps de récup. Et je me sers de la fréquence cardiaque comme un indicateur. Des temps, 87, quoi, tu vois. Et j'arrête de faire des programmes comme ça, des mecs, parce qu'en fait ça marche pas. Nous, des cyclistes, une cycliste qui était championne du monde. Je dis, j'arrête, en fait ça marche pas. Je suis arrivé dans le football avec la seule problématique, le football c'est pareil. Je dis maintenant, tout ce qu'on fait, on va le faire à 100%. 100% de quoi? Vitesse de régulation maximum. Quand tu te déplaces au foot, soit tu fais un appel de balle, puis bon, t'es pas loin des 3 jeux, donc t'es pas à 100%, soit tu fais à 100% des 5 mètres d'appui que t'as à faire. Si tu vas tacler, t'as 3 appuis à faire, c'est pareil, le maximum pour essayer de pas arracher la jambe du mec et aller chercher le ballon. Donc je faisais des temps de travail comme ça. En fait, je venais de découvrir ce qu'on appelait 15 ans après le nano-entraînement en fait.
Et je me rendais compte que j'arrivais à développer des capacités aérobies, même en faisant ce type de travail. Et avec dans cette formation de football et pas de football américain, donc on avait des temps de travail. Donc on arrêtait de faire des 2 fois 45 minutes, on faisait des 8 minutes, 6 minutes, en opposition contre l'autre équipe. Hein. On faisait de l'homme à homme, on faisait du travail de zone. Et en fait, ça c'est petit à petit, j'ai développé en tout cas une méthodologie, une façon de voir les choses qui était complètement différente de ce qui se faisait. Au football américain, sur le pôle en 99, heureusement que j'avais un TT qui me suivait parce qu'on disait que je faisais de l'athlétisme. Parce que j'avais fait venir des États-Unis ce qu'on appelait les quick steps, ça faisait du double échelle. Alors, discutable, on va discuter bien plus, hein. Mais je faisais des circuits de training que tu vois maintenant partout, mais à l'époque, ça ne se faisait pas en fait. J'ai bidouillé, donc j'avais, sur 2 heures d'entraînement dans ce sport, par rapport à l'espoir qui est devenu pour France, j'avais 1 heure sur les agilités, la coordination et la dissociation sédentaire. Moi, je coordonnais, je me mettais en défense sur la lecture de jeu. Donc en fait, si tu es incapable d'avoir le bon stance, c'est-à-dire le bon appui, la bonne lecture de jeu, si tu as ça qui est déjà très bien et que tu es incapable de te déplacer, tu ne seras jamais sur le jeu. Sachant que tu subis le football américain, c'est un sport où en défense, l'attaque c'est ce qu'il fait, puis tu attends, tu veux que de la lecture de jeu. Donc dans ma vision d'entraînement, dans ma méthodologie, c'était apprendre aux sportifs à se déplacer, donc les équiper en termes de mobilité, en termes de force, les caractéristiques comment on avait en termes de purement cardiovasculaire. Donc pour le foot américain où c'est 5 à 7 secondes, c'est 2 mois de travail en lui. À l'époque on pouvait faire fond. Les agilités, les coordinations. Et après comment je transfère ce terrain avec des exercices très spécifiques. Où on n'avait pas de fit line, où on n'avait rien, je mettais des pots, je mettais des chasubles, et pour apprendre à des joueurs qui n'arrivaient pas à intégrer les multitâches, en fait, de comment arriver à lire 2, 3, 4 jours devant toi, puis aller se déplacer au bon endroit. Et je me suis intéressé à l'époque à tout ce qui était sur le travail, on n'en parlait pas encore, de la neuroplasticité, en fait. Oui. Comment je vais arriver à avoir quelqu'un qui est en face de moi qui ne maîtrise pas quelque chose, et par la répétition, ou la différenciation des différents types d'exercices que je vais mettre en place, le faire intégrer, réaliser, en mettant en place ce travail de renforcement musculaire, mobilité, force, agilité, coordination, lecture de jeu et déplacement. Et c'est resté mon fil conducteur encore maintenant, même sur la réathlétisation, sur les différents sports que je parle en fait. Qu'est-ce que la réathlétisation, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Quelle est la différence avec de la préparation physique ou du travail de rééducation équilibrée? Ouais, ça c'est une bonne question. La question pour un champion, j'appuie, bim. Si tu as la réponse. Ouais, si j'ai la réponse. Mais en fait, déjà, la réathlétisation, on a commencé dès que les sportifs s'est blessé. Beaucoup se disent les papas du mot réathlétisation, c'est avant les 7, mais bref. Mais en fait, oui, c'est la prise en charge du sportif blessé. Donc, et là aussi, j'ai coutume de dire que c'est pas parce qu'on prend un sportif blessé qu'on fait de la réathlétisation. Prendre un sportif blessé, le réathlétiser, ça veut dire avoir différents types de compétences déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maîtriser les différents types de blessures. Alors, une connaissance avérée en analyse biomécanique. Des choses simples, l'insertion, cargaison, le trajet des différents muscles profonds, les muscles superficiels. En termes de biomécanique également, avoir une connaissance, donc je disais, des pathologies, avoir une connaissance de tout ce qui est, on va dire, très spécifique à la relation entre le médical et le paramédical, quelles peuvent être les technopathies liées à l'activité sportive, donc bien sûr, c'est très bien que si tu fais du volleyball, tu es sujet à avoir des genoux, potentiellement des chevilles, des épaules et puis le dos. Fais la natation, c'est les épaules. Donc si tu ne maîtrises pas justement l'insertion de la maison de trajet, qui sont les muscles ajusteurs, effecteurs, stabilisateurs, c'est compliqué. Maîtriser les différents types d'outils qui vont te permettre de pouvoir faire un compte rendu de ce que tu as constaté sur le sportif. Autant tout à l'heure on parlait de planification, de quantification. Et en réathlétisation, je ne vais pas te planifier le retour de l'activité du sportif. Je vais avoir une vision globale sur vers où je vais aller. En fait, c'est lui qui va jouer aux mesures. Si tu as un croisé, déjà en fonction du morphotype sportif, du type de commande d'opération, du type d'activité, de comment le sportif va réagir, tu ne peux jamais prédire
comment ça va se passer? Oui, tu as ta ligne de conduite. Tu sais très bien qu'il va falloir, je reviens toujours sur la philosophie, en termes de mobilité, en termes d'influence, on va dire, globale, spécifique, le réintégrer dans l'activité. Donc la réathlétisation, c'est la prise en charge d'un sportif blessé, donc qu'il soit post-blessure, post-opératoire. La différence avec la réathlétisation, la rééducation, la réathlétisation, tu glisses, tu as un curseur qui est entre justement la rééducation, faite par le kiné, la préparation physique. Et c'est compliqué parce que ce curseur, il va glisser des fois, tu te dis, mais en fait, c'est un exercice que tu vas faire et en préparation physique et en kiné, sauf que le contexte est complètement différent. Demain, je prends n'importe quoi, je prends un Bosu, je fais un travail qui va faire le kiné, en fait, tu fais de la proprioception, tu fais de l'application. Oui, mais je fais la réathlétisation. Mais pourquoi? Parce que je suis dans une phase où je viens de glisser de la phase ou en parallèle, justement, de la rééducation, de la réathlétisation, et après le curseur va glisser, tu auras le même outil, peut-être le même type d'enchaînement. Par contre, tu es plus sur la préparation physique. La préparation physique, tu développes des qualités. C'est clair, cardiovasculaire, neuromusculaire. Ça ne veut pas dire que tu n'en fais pas en réathlétisation. Mais par contre, tu es plus sur un travail global de retrouver en réathlétisation des qualités qui vont te permettre par la suite d'aller développer des qualités physiques. Lorsque tu fais de la rééducation, c'est souvent la phase de soin qui est prédominante. Ce qui ne veut pas dire que tu ne fais pas aussi. Donc, en fait, c'est très difficile de pouvoir différencier. Si je suis très synthétique, la phase de soin, la phase de premier retour à une mobilité, on va dire, fonctionnelle, un travail de renforcement musculaire fonctionnel, c'est de la rééducation. La réathlétisation, tu commences à avoir une phase de mobilité, une phase de renforcement musculaire et de développement cardiovasculaire, plus lié vers l'activité, en prenant compte du morphotype du sportif, de l'activité, de la position dans l'activité, si c'est un sport, si c'est gardien de but, au football, du football, tu n'es pas en centre, tu fais de la natation, tu fais du crawl, tu fais pas du clap. Et quand tu arrives sur la préparation physique, et bien là, tu es vraiment sur la phase, je vais réintégrer le sportif, l'équiper, pour pouvoir développer les qualités qui vont lui permettre de potentiellement faire le retour doublé, et potentiellement avoir des qualités qui vont lui permettre de performer. Voire même, on a déjà cité, je crois, avec Fabrice Pellerin, mais la blessure peut être un moment de réinvention pour le sportif. Est-ce que toi, ça, tu vas en profiter ou tu restes sur vraiment de la réhabilitation de base, juste le remettre sur ses deux pattes et qu'il puisse courir? Ouais, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est un fonds de commerce. Moi, je prends la blessure, en fait, comme une chose pour le sportif. Alors, je dis souvent, pour un fou, je crois qu'un sportif, vers les 17-18 ans, une blessure pas trop évidente, tu vois, et pas l'avoir à 25-30 ans, parce qu'en fait, ce temps-là, c'est un temps pour soi. Un temps pour soi, pourquoi? Moi, mon travail, c'est d'acculturer le sportif à être autonome, en fait. Donc, mon job, c'est de faire en sorte que le sportif se connaisse dans ce cadre de réathlétisation. Qu'il sorte de là en ayant des routines individuelles, d'échauffement. Des routines individuelles, donc d'échauffement qui sont de l'réathlétisation préventive, prévention de blessure. Très spécifique par rapport à son morphotype, par rapport à son antécédent blessure, puisque la réathlétisation, par rapport à son activité. Derrière, je me prétends pas être psychologue ou autre, mais j'estime que mon travail, c'est 50% de la préparation mentale et de la réathlétisation et de la préparation donc, physique adaptée à la blessure, donc de réathlétisation. Si j'ai fait mon travail, il faut que le sportif il sorte de là et soit autonome. Et je pense que 99% des sportifs qui sont passés entre les mains, et tu le vois sur certains sports collectifs ou autres. Et je prends l'exemple du sport collectif parce que par exemple au basket, au volleyball, au handball, il y a un échauffement qui est collectif. Ouais. Donc, les sportifs que j'ai eu en charge, souvent, avant l'échauffement collectif, font leur propre routine. En lien avec un échauffement spécifique d'épaule, un travail de renforcement spécifique des petits moyens grands fessés, par exemple. Donc effectivement, cette phase-là de réathlétisation, elle doit servir. À l'issue de cette phase de réathlétisation, le sportif il doit être formaté et formé, à être autonome et à maîtriser un minimum d'éléments de mobilité, de force spécifique à son morphotype, à son ensemble de blessures et à son activité. Et si ça ne s'est pas fait, en fait,
Je pense que la réathlétisation n'a pas servi à grand chose. Parce qu'en fait, c'est tu jettes une pièce en l'air. Et puis le retour à la case départ dans pas longtemps. Ouais. Il faut que les sportifs soient autonomes. Et donc, quand tu les prends en charge, tu as ton analyse et ton travail, vraiment, tu sais un peu le fondamental. Sous quelle forme? Et également ta préparation physique, sous quelle forme? Est-ce que c'est vraiment de l'analyse biomécanique, pure et dure? Ou est-ce que tu vas aller chercher tu parlais tout à l'heure de neuro, etc. Est-ce que c'est des outils que tu peux mettre en place, utiliser, la posture, la neuro et d'autres choses, peut-être? Alors, c'est un petit peu de tout, en fait. On va dire sur la préparation mentale, et je ne veux pas offusquer les préparateurs mentaux qui sont les préparateurs mentaux. En fait, c'est l'approche que tu vas avoir avec les sportifs. Ouais. Moi, je dis toujours que j'ai différentes casquettes. Donc, tu as Christophe Keller qui est entraîneur national, donc voilà, tu as une casquette. Quand l'accord est sifflé, si tu n'étais pas là, c'était compliqué pour l'ensemble de l'équipe. C'était match en peine et tout le monde y passe, en fait. Oui. Tu as Christophe Keller, préparateur physique, qui est là pour développer des qualités. Donc là, il enlève sa casquette d'entraîneur en chef, donc il est préparateur physique. Ça ne veut pas dire que si on va sur l'exemple d'horaire d'entraînement, il n'a pas d'actualité. Tu as Christophe Keller qui est athlétiseur. Si le mec il arrive 10 minutes, 5 minutes en retard, je te garantis que je ne vais pas le sauter à la gorge. Parce que ça veut dire que déjà, en termes de mobilité, c'est compliqué, parce qu'il y a d'autres problématiques. Donc, l'exemple de l'horaire, c'est anecdotique. En fait, ça veut dire que la posture, elle est complètement différente. Si je suis entraîneur en chef d'une équipe de France ou d'entraîneur de position, comme j'ai été sur l'équipe de France au football américain, un entraîneur en chef en ligne directrice, un coordonnateur défensif, c'est pas toi, et puis voilà, il faut aller vers la performance. Lorsque tu es sur de la réathlétisation, en fait, tu sais que tu vas aller, mais tu as cette obligation de performance, ou plutôt de résultat, on va dire, mais derrière, tu es obligé de t'adapter complètement à ton sportif. C'est-à-dire, dans la première analyse, c'est ce qu'il y a un exemple intime, quand tu rentres dans la salle de musculation, tu as deux possibilités, ou par l'intérieur ou par l'extérieur. L'intérieur, tu montes des charges, des marches, pardon. L'extérieur, tu descends des marches d'escalier. Si je prends un exemple d'un sportif qui a une problématique de genou, du hanche, quand il rentre dans la salle, la première analyse, elle est là. Comment il monte? Comment il descend? Est-ce qu'il boite? Est-ce qu'il ne boite pas? Comment il va se déplacer pour aller remplir le tableau? Parce que mon tableau, avec un tableau derrière, avec tout son moyen, le sommet, et autres. Et là, je commence déjà à verbaliser. Ah tiens, sur cette casquette-là au milieu, tu m'as mis le sommeil, le pire à 7, tu m'as mis à 6, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est pas de la préparation mentale plus à venir, mais voilà, quelle est la problématique? Est-ce que tu veux bien verbaliser? Est-ce que je suis. Tu es là en soutien mental. En permanence, tu es obligé de le faire. Après, tu arrives sur la phase d'échauffement. Quelle que soit la pathologie, sur la phase d'échauffement, moi j'aime ne pas avoir plus de 3 sportifs en athlétisation. C'est le maximum. Et je regarde ce qui se passe en fait, en termes de mobilité en permanence. Si je regarde sur le genou, s'il commence à s'appuyer plus sur son genou gauche et bien sûr par le droit, je regarde comment il mobilise ses chevilles, sur un air squat par exemple, en se déplaçant tout simplement. Je vais regarder son bassin derrière par rapport à la séance que j'ai faite. Moi je note tout ce que je fais. En fait, tout est fait sur un logiciel que j'ai développé avec des collègues initiales qui s'appelle la chaîne, que tu connais peut-être. Donc l'entraîneur en musculation, c'est la totalité de la séance. Donc ça, c'est mon analyse. À partir de là, donc j'ai la séance en tête, contrairement à la séance de coaching pur et dur ou de préparation physique. Et là, à tout moment, je modifie la séance parce que je vois que le bassin est décalé. Peut-être que c'est une problématique de chimie, peut-être que c'est le genou qui a fait la soie. Là, je modifie le contenu de la séance. La verbalisation est toujours une verbalisation qui est positive. C'est-à-dire, j'essaie toujours qu'il y ait dans le cœur de la séance quelque chose de positif. Je peux dire des fois, les séances ne sont pas très positives. Mais il y a toujours ok, ce que tu fais, c'est bien, mais on peut le faire différemment. Dans le cadre de la réathlétisation. Derrière, dans la réalisation des exercices que je mets en place, il y a toujours cette vision de qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je perçois, comment je peux adapter au point. Et en fonction de ça, tiens, voilà, peut-être que je devrais faire plus de mobilité à cet endroit, sur le genou. Peut-être que là, je vois l'adducteur qui passe de côté, je vais faire de l'isométrie sur l'adducteur, parce que j'estime que c'est pas une science exacte, mais ce que je vois, j'essaie de l'adapter. Donc, et après, rien ne m'empêche de sortir des plateformes de force et de faire une analyse sur une plateforme de force, de sortir le J-Mower, et puis d'analyser aussi le J-Mower. Donc, j'ai pas un outil, j'ai différents outils. Et en fonction de ce que j'identifie, j'utilise les outils ou pas. Et c'est là où on me dit souvent quel est
Le protocole pour un croisé, le protocole, c'est pas croisé, c'est pas le protocole. Alors, encore une fois, c'est bon pour les médecins et les kinés. C'est pas. Ouais, tu sais qu'il y a des étapes larges, Ouais. mais est-ce qu'on va la franchir en temps voulu ou pas? Et comment est-ce qu'on va arriver pour la franchir? Et ça, c'est ce que Tu vois, quand je dis c'est bon pour les médecins et les kinés, c'est pas une attaque frontale pour les médecins et les kinés. C'est que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps qu'en fait, un médecin il avait l'obligation, par exemple sur un croisé, de faire le test de dysmétrie à 3 mois et à 5 mois aussi. Non, c'est 5 mois. Ouais, ça va. Et donc tu te dis, moi je ne veux pas en fait. Je ne vais pas donner le nom, surtout pas du médecin et surtout pas du sportif. Donc je refusais à ce qu'il fasse les tests ISO. Et en fait, il a fait les tests ISO les 2 genoux. Donc avec une lésion parce qu'il a été mal réalisé, on lui dit tiens Paul, c'est ton test. Ben non, moi je m'appelle Pierre. Ah bah j'ai pas rempli mon nom. Donc en fait, je me suis retrouvé avec 15 jours, le mec il était off pour avoir un test qui va me dire oui, d'ischio par rapport au quadriceps, il y a un déficit. On le sait, on a la qualification. Donc en fait, ça je m'en rends complètement. Moi, ce que je veux, c'est le test de la fin. Oui, pour voir si j'ai bien bossé. De toute façon, on a bien bossé, on est avec le kiné, sur le préparateur physique. Mais par contre, le médecin, il est obligé de le faire parce que lui, ça valide en fait son opération, son protocole, et derrière, lui, tu ne peux pas l'attaquer. Donc voilà, donc comment tu fais avec ça? C'est pour ça que je dis pas de protocole concernant le médecin, parce que moi, j'ai pas d'obligation de faire des tests. J'ai pas l'obligation, et trop souvent, je le vois encore, de tout un tas de tests. Pour un croisé, il faut faire ça, vous sautez, là, vous testez, mais là, c'est le problème. Non, c'est faux. La première problématique, elle est souvent, le sportif, lorsque tu fais bien le travail de récrétisation, il est plus beau, plus grand, plus fort. C'était pas trop mauvais. Par contre, il y a un seul problème, il est là. C'est-à-dire que derrière, il y a un blocage psychologique, souvent, très souvent. Il y a ce que j'appelle le refus d'obstacle, comme un cheval, tu sais, qui arrive, hop là, et au moment le freine, et toi tu passes sur le cheval. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Eh ben, ton job, et moi je dirais que je suis un sportif, on va avoir le moult acromioclaviculaire, plus comme au judo, la première et la deuxième, t'es plus beau, plus grand, plus fort, hein. T'arrives et puis t'as un beau placage, et puis hop là, tu joues à Chabit en fait, tu t'échappes. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi, c'est pas que tu veux t'échapper, c'est que lui il a fait hop là. Là il y a danger. Incroyable, je suis allumé, donc comment tu fais? Eh ben, moi mon job, sur un football américain, sur un rugbyman, c'est de faire comprendre que tu peux y aller sur l'épaule et les solides. Donc qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie? Des chocages à 50%. C'est ça. Sur une cheville, le plus criant, c'est une cheville. Sur une cheville, faire ressauter ça, un volleyeur, un basketteur sur une cheville. Donc voilà, j'ai plein de petits outils, de séquences que je mets en place. Parce qu'en fait, le sportif, il ne va pas. Donc qu'est-ce que tu mets en place pour que là, ce soit déverrouillé? Ouais, tu fais des petits jeux. Tu fais des petits jeux, tu as des oppositions. Donc, entre sauter et puis au basket, tu prends des écrans, t'as pas de volet, t'as pas affiné, puis derrière, il n'y a personne. Au handball, t'imagines bien le handball, quand tu s'attrape par le maillot, que ça chicote un peu. Donc, qu'est-ce que tu mets en place pour mettre dans les conditions? Donc, souvent, la problématique, elle est cognitive, en fait. Donc, on arrive à mettre en place. Donc, tout ça, tu dois le travailler pour moi, dans l'activité. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Quand j'ai quelqu'un en récrétisation, ou en acclimatisation préventive, ou en préparation physique. Je prends des basketteurs, je prends un Isaiah Cordier par exemple, qui est un basketteur, vous avez vu cet été, qui arrivait avec 2 genoux opérés, et un poignet pareil opéré. Je prends un Kevin Tilly, qui a 2 genoux opérés, une tibia, et une semaine qui a une butée dans l'épaule. Donc en fait, je prends un Eddie Mamie qui n'a pas d'opération, mais qui est post-normal, qui est post-revue, qui est hors forme, et qui fait une activité très... Mon job, c'est, on revient à tout à l'heure, ce que tu me posais une question, comment je vois l'activité? Quels sont les types d'appui? Comment je peux, à travers les séances que je vais mettre en place en musculation, dès le warm-up jusqu'à la fin de ma séance, dans ma vision, comment je vais pouvoir le transférer dans l'activité, sur les déplacements spécifiques par rapport au morphotype, et comment joue ce sportif. Est-ce qu'il est explosif? Est-ce qu'il est plutôt endurant? En fait, je ne fais pas le championnat des Jeux Olympiques de la récrétisation, de la préparation physique ou de la récrétisation préventive. C'est comment je visionne par la suite, comment je vais travailler sur le repli défensif d'Isaiah Cordier qui a les pieds trop ouverts et qui est la technique de base du basket et que
j'ai remis en question avec lui comment je vais faire pour travailler la mobilité et la force pour des jeunes normal, pour qu'il soit capable de passer à travers l'écran, comment il va placer ses pieds pour arrêter de croiser ses pieds quand il déplace, c'est-à-dire être toujours bien placé. J'utilise souvent cette notion du couloir imaginaire, tu sais, comme on l'athlétisme. Je te rends compte que beaucoup de sportifs dans les sports co, en fait, vont vouloir à la droite, vont croiser à gauche, droite, puis alors là, le sportif, l'adversaire est parti par là, puis c'est terminé. Allez, c'est du pontel, c'est lancer de jambe gauche, puis vous rotative jambe droite, et voilà, c'est ce que je fais. Donc tout mon job, c'est de faire comment j'ai une équipe pour qu'il y ait la mobilité, la force, et que derrière, j'ai transféré ça sur des appuis spécifiques, et que lui, il retransfère dans l'activité. Et quand je regarde certains sportifs, et je ne les ai pas nommés par hasard, des Aya Cordinier, des Kevin Tilly, des Eddie Bremini, je ne regarde pas jouer au basket, même maintenant, je regarde comment ils se déplacent. Et en fait, moi, ce qui me fait dire que on n'a pas été trop mauvais tous ensemble, c'est comment ils se déplacent. Et je suis en lien actuellement avec une de mes anciennes sportives que je recherche de réathlétisation, qui s'appelle Maria Guellarin, qui est Celtics, de Boston. Ils sont en train de monter une usine à gaz aussi, très performante de regarder, avec des capteurs sur les doigts, comment le basketteur, donc je suis pas de quand même, derrière, lui en fonction de la position du doigt, comment il s'est placé, le panier, le niveau de probabilité qu'il va marquer. Et en fait, je faisais une visio encore avec elle la semaine dernière, je lui dis, c'est bien, mais en fait, il faut être au bon endroit au bon moment. Et dans les sports co, c'est comment tu vas placer ton appui, quel angle tu vas prendre pour traverser un écran, pour traverser un adversaire, quel angle de poursuite tu vas prendre quand tu as un repli défensif, que tu sois sport, football américain ou en balle, spécifique à l'activité, comment tu vas t'orienter. Et en fait, tout ça, moi je le travaille en musculation. Et tout ce que je mets en place, c'est pour arriver là. Pas simplement qu'il soit meilleur en termes de force, d'endurance. Comment tu transfères sur ce terrain. Et ça, malheureusement, je vois peu en fait. Je vois peu. Ça veut dire que ça prend beaucoup de temps. Et là, pour le coup, tu as one-to-one avec les mecs. Parce que tu peux pas prendre de temps. Il faut l'avoir un petit moment. Ce qui fait que je retrouve beaucoup ce type de sportifs tous les étés. Ceux que j'ai cités, d'autres, la relais donc Atlantique tous les étés pour retravailler ça. Pour voir le retransfert dans l'activité. Donc voilà, ça c'est ma vision en tout cas que j'ai de Comment tu fais pour mettre justement ce travail-là en place en musculation? C'est des exercices de musculation ou vraiment directement des formules de la sport? Alors, je vais commencer par déjà profiler le sportif si n'est pas blessé. Déjà, c'est sur les trucs, comme il est équipé. Et aussi un petit aparté, profiler, ça veut dire mettre le sportif dans du monde. Chaque sportif est singulier. Donc, avec justement son morphotype, son évolution. Donc, se dire potentiellement comment je vais pouvoir travailler cette mobilité, cette force. Donc derrière, je vais commencer par faire une musculation. Souvent, sur un travail qui est un travail fonctionnel. Alors j'invente plein d'exercices, des boules, des trucs. Voilà. Donc dès le warm-up en fait. Dès l'échauffement, comment je vais travailler cette mobilité de cheville, comment sur un exercice spécifique, où je vais prendre par exemple des déplacements avec des kettlebells, avec des haltères, où je vais commencer à intégrer, une fois que j'ai rentré, que le sportif a un minimum de mobilité, de renforcement spécifique, notamment pour analyse fessier, grand fessier, moyen fessier, fixateur d'omoplate, longissimus pour le positionner. Comment moi je vais faire des répétitions mentales, tout en faisant du renforcement musculaire, pour qu'après ces répétitions mentales de la posture, je vais pouvoir potentiellement le faire transférer sur l'activité. Un exemple, je fais déplacer avec le kettlebell, je me mets en position de squat, donc je lui demande un angle, je lui demande de fixer son regard en endroit, de fixer ses omoplates et de se déplacer avec un appui de bras, un autre appui. Et en fait, la ligne que je lui donne de hanche, je veux qu'il ne bouge pas en fait. Et derrière, quelle est l'idée? Tu vois souvent, pour prendre l'exemple du basket, souvent les basketteurs jouent avec le dos avant c'est de la biomécanique aussi, c'est de la biomécanique ça. Si tu n'actives pas certains pivots du rachis, ta cinquième thoracique, ta neuvième thoracique, ta troisième lombaire, en fait, ton petit moyen grand fessier, en fait, il n'est pas du tout activé. Ce qui veut dire que derrière, ta stabilité n'est pas vraie. Tes deux genoux, ils vont faire comme ça, c'est un peu au vent. Donc comment tu vas, toi, non pas pour travailler les genoux ou la posture quand tu te déplaces, travailler peut-être tes fixateurs d'omoplate, travailler comment lui expliquer ou regarder comment tu regardes, comment tu vas activer ton plancher pelvien, et puis comment tu utilises justement tes fessiers, comment tu places ton bassin. Donc tout ça, je le mets en nous, je fais des jambes musculaires. C'est des exercices spécifiques. Ou en parallèle, je vais développer de la force max, peut-être, ou de la force endurance, en fonction de la périodicité ou du micro.
Et à partir de là, après, j'intègre dans des exercices de musculation combinatoire, et après, je vais sur le terrain. Et tant que cette phase-là, n'est pas faite, tant que je ne vois pas le sportif qui est bien placé sur tout un tas d'exercices références que j'ai ou que j'adapte avec le sportif, c'est impossible. Tu vas l'amener sur le terrain, tu lui mets un carré avec des clos, tu le fais courir, tu lui dis voilà, cours, accélération, désaccélération, on plante, et puis tu m'ouvres cheville, hanche, épaule, la tête, ligament, ça ne fait pas de faire. Parce que là, c'est pas équipé, parce que lui, il n'est pas intégré. Donc tout ce travail en musculation me permet d'arriver sur le terrain et de le transférer. Et après, quand on parlait d'autonomie tout à l'heure, les sportifs repartent avec les exercices qu'ils vont faire en pré-warm-up de leur activité, ou peut-être qu'ils vont mettre 4 plots, 3 plots, faire leur mobilité. En fait, c'est juste des répétitions mentales. Et justement, je disais tout à l'heure, je t'invite à regarder ces années quand ils te regardent se déplacer. Ah, j'ai regardé. Ne regarde pas le basket. Regarde comment ils se déplacent. Regarde en repli défensif. Tu fais ce qu'on a fait au football américain avec pedal, quand il recule, quand il a placé son dos, son bassin. Et comment, quand l'attaquant arrive, comment il va se placer, comment il va jouer avec l'attaquant. Comment il va ouvrir ses hanches, comment il va régler l'angle de poursuite, ce que j'appelle le coussin, pour aller justement potentiellement contrer. Regarde comment il va poser ses appuis lorsqu'il est en attaque pour aller derrière shooter. Regarde un Kevin Tilly, comment il réceptionne sur l'ensemble de ses réceptions sur un pied ou deux pieds, alors que le mec, moi, t'achètes pas là, sur les fils. Ça, c'est 6 mois de travail, en fait, pour limiter la pression sur les genoux. Donc moi, mon job, c'est de transférer dans l'activité, avec le travail en musculation, le travail d'agilité et de coordination, quand il y a dû le faire. J'imagine la gymnastique, la coordination, mon raf, je crois qu'on a fait certaines choses, c'est pas la même que les basket. Ok, je comprends bien. Donc le but, c'est de développer la motricité. Potentiellement, les muscles peut activer s'il y a besoin. Je travaille de kinesthésie pour reproduire sur le terrain des schémas qui sont moins, je veux dire, dangereux ou accidentogènes sur le long terme. Mais surtout efficace. Et efficace, oui. Surtout efficace. Oui. Efficace parce que j'ai une image en tête qui a des années, là, c'était championnat d'Europe de football, c'était Hollande, peut-être la Tiki, je ne suis pas certain, où tu as l'attaquant qui part comme ça, puis tu as le défenseur, tu vois, et puis ils sont en train de... Puis l'attaquant il vient, puis il fait un mouvement là, mais le défenseur il fait quoi, il vient là, il joue pas le bon pied en fait, puis l'autre il passe derrière, puis lui il fait un tour, puis lui, boum, terminé, c'était quart de finale, je crois, éliminé. Alors qu'en fait il a juste pas ouvert le bon pied pour avoir le bon angle, pour farmer avec son corps l'autre. Et ça, franchement, c'est peu travaillé. C'est peu travaillé pour... on a sollicité sur le football, sur beaucoup de choses comme ça, c'est un d'échange, c'est un échange de pratique. Et en fait, c'est pas fait, en fait. C'est pas fait. On va pas t'expliquer quel angle de poursuite tu vas prendre, quel pied tu ouvres, comment tu vas t'organiser. Et c'est ça la différence. Tu peux aller très vite, hein. Tu peux aller très vite avec une Formule 1, puis tu prends la chicane, tu arrives à 150, c'est pas cassable. Moi, je préfère qu'il commence à passer à 90, qu'il passe le virage, finir à 160, c'est faire des déplacements. La différence sur le sport collectif, dans les appuis, c'est comment tu es capable de freiner, réaccélérer pour éliminer potentiellement le défenseur, et derrière, conduire l'action que tu as à faire. C'est-à-dire faire une passe, shooter ou tirer. Tu n'as pas diminué quel que soit le sport. En défense, c'est l'inverse. On est plus habile en attaque qu'en défense. Comment tu vas justement t'organiser, puisque tu es en train de subir, pour potentiellement orienter, couper un angle de poursuite, et derrière faire le job que tu as fait, c'est-à-dire défendre. Donc et ça, pour moi, c'est le travail qu'on doit faire et en musculation, en préparation physique. Sinon, ça ne sert à rien. Oui, il pousse les barres. Et alors, il transfère pas dans l'activité, mais ça manque. Je suis complètement d'accord avec ça. On s'est longtemps moqué de moi parce que je mettais des exercices un peu bizarres en place. Donc on le discutait encore samedi avec Olivier Poli et Fabrice Pellavin. Et je vais raconter quelques exemples. Quand j'étais sur le nom au Pôle France, etc. Qu'est-ce que tu fais comme truc farfelu et tout. Les mecs, quand ils reviennent sur le terrain, ils sont complètement libérés de toutes les machines qu'ils avaient. Par exemple, en judo, on a l'habitude de tourner toujours dans le même sens. Déjà, tourner le dos, en fait, c'est quelque chose de très compliqué en termes de motricité et d'acceptation. Et il y a des sportifs de très très haut niveau en judo qui ne tournent jamais le dos, qui vont faire des bouts de pied, etc. Le fauchage de n'importe quoi, mais ils ont du mal à tourner le dos parce qu'il y a une peur de ce que je ne vois pas. Et donc, comment, justement, sur une phase de réathlé ou de prépa physique, je vous le dis un peu sur les deux, tu peux profiter de ce temps pour casser cette
ce schéma un peu néfaste et construire une motricité et une confiance autour de tout ça. Donc, c'est clairement ce que tu dis. C'est pas tu peux, c'est comment tu dois en fait. Ouais, ça. C'est le judo, moi j'ai eu accès Clergé plusieurs fois. Ouais. Accès Clergé, on l'a envoyé sur Antibes lien avec l'ICC parce qu'il y a un double arrachement jusqu'au janvier après l'adducteur. Donc c'est très compliqué. Déjà dans sa vision, derrière sa perception de est-ce que je suis capable de refaire le geste qui était pathogène. Lui c'était la jambe complètement levée, ouais. Ça pétait. Puis Axel, c'est pas un 6 semaines, il est kiné le mec, avec de la bouteille. Donc derrière, il a fallu mettre tout un tas d'exercices comme tu viens de décrire, que jamais n'aurais été en mesure d'imaginer, réaliser, capable de faire. Donc il y a deux paramètres. Il y a le paramètre physio, certes, mais au-delà du paramètre physio, le mental. Le mec, faut qu'il aille sur le tapis, qu'il sache que si on monte la jambe là-bas, ça va passer crème en fait. Ouais. Donc, et ça, il y a toutes les stratégies que tu viens d'expliquer, il faut les mettre en place. Et c'est là où, c'est ce qui me passionne dans mon travail, justement, de passer d'un sport à l'autre. C'est que là, pour le coup, je maîtrise pas la télé. Il n'y a pas tant de sport que ça que je maîtrise, à part les sports que j'ai joué, ou les entraîneurs experts. Donc, par contre, je regarde, puis j'essaie de me faire une idée, et j'échange avec l'entraîneur. Donc, c'est Christophe Massina, donc on échange. On voit, quand je récupère un Pascal Martino Lagarde, qui s'est petit disque jambier, et pareil, c'est compliqué. Sur des trucs, oui, je vois la télé, j'adore avec les. Je vois avec l'entraîneur, on échange, puis on met des choses en place. Donc, et effectivement, je pense qu'on est trop, encore une fois, je redis, oui, on a toujours fait comme ça. Donc, oui, c'est pas pareil. Mais c'est justement parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est pas forcément. C'est pas dire que c'est n'importe quoi. Mais... Ouais. Toujours essayer de remettre en question son système, sans forcément dire que c'est mauvais, mais essayer de regarder quels sont les manques ou les points de défaillance possibles pour essayer d'améliorer. Donc ça veut dire remettre son ego de côté. Ouais. C'est ce que je dis souvent, tu vois, ça c'est un petit aparté, c'est une grosse problématique dans le sport français à l'heure actuelle. C'est que les gens mettent leur ego au service du projet et pas le projet au service de leur ego, tu vois, ça ne faut pas se tromper. Donc, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et ça l'était pendant les Jeux olympiques. Juste avant les Jeux, là, tout le monde voulait être sur avoir l'accréditation, être sur la photo. Non, ton ego, tu le mets de côté, tu bosses avec tes projets. Pas le projet, c'est ça, c'est. Donc, effectivement, c'est comme ça. On fera pas les hommes. Voilà. Sur toujours les ischios, on aborde ce sujet. J'ai reçu Jérémy Thibault, qui est entraîneur spécialisé dans la vitesse et qui, à la base, il est toujours entraîneur de sprint sur le pôle France, si je ne dis pas de bêtises, de Clermont-Ferrand. Et il me dit, les blessures aux ischios, en fait, c'est juste qu'on les prépare mal. Parce que quand tu vois du handicap string, le mec il va lâcher, puis au moment où c'est dur. C'est que les blessures aux ischios, et sur les derniers degrés, avec une vitesse et une force importante, sur l'appui. Et tu bosses tout long, sauf celui qui est important sur le handicap string. Exactement. Comment est-ce que tu bosses, toi? Si tu savais ce que j'avais fait à un gymnaste, qui était. Parce que là on a fait. Et j'avais un gymnaste qui plairait aussi bien, c'est maintenant l'entraîneur de l'SMR, qui avait joué pour 3 genoux, les croisés et puis une distance de saut. Donc j'ai eu après un stagiaire en raquettisation, j'ai eu au CC de raquettisation que je donnais des cours pour lesquels je coordonnais pendant 7 ou 8 sessions, je ne sais plus. Et donc Kevin, c'est un truc que j'avais jamais rencontré en fait. Lui, il était plus beau, plus grand, plus fort, mais x3. Et il faisait tout ce qui était possible d'imaginer dans l'esquive. Par contre, je sais plus si il n'est pas pareil, je ne suis pas certain. Il y a un angle qui prenait avec les ischios, en fait, son ischio lâché, sur un genou qui topait. On n'a jamais compris en fait. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, parce qu'on peut faire un ischio, tous les différents types de régimes de contraction, différents angles, j'utilise des matériels, je parlais des skateboards, tout un tas de trucs, j'ai monté plein d'exercices avec des chariots, il n'était jamais confronté à cette répétition ischio. En fait, dans un entraînement, on s'est dit, on va faire ce que moi j'avais fait. Non pas on va jouer, on a un laboratoire, mais par contre, on va travailler sur le cycle de compassion, en fait. Notre langue qui gêne. Non, qui était
qui n'avait aucun souci sur sur la phase de préparation physique, et même pendant la phase de l'athlétisation. Donc, on a fait une série des élastiques avec des poulies. Notre indicateur, c'était avoir des courbatures. Mais j'ai jamais fait ça de nuit, en fait. Avoir des courbatures. Puisque derrière, potentiellement, si la physio fonctionne toujours, derrière, je vais essayer de faire des je vais renforcer. En fait, on a réussi à se sentir comme ça. Okay. Sur un PML, par exemple, Pascal Martin de Lagarde, derrière, j'utilisais des poulies anciennes, tu vois. Ouais. Donc, je fais un travail de poulie comme le squat, mais avec des poulies où je pédouillais avec le vent, dans des angles que lui ne rencontrait pas. Mais donc, encore une fois, il y avait le versant renforcement musculaire, mais il y a le versant là. Quand tu es capable de faire ça, d'aller sur une hyperflexion derrière, retenir, repousser, dans différents angles, que tu sois sur le ventre, que tu sois assis, il y a de fortes chances que quand tu te passes sur l'île, ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Et l'iso inertiel, justement, tu l'utilises beaucoup? Oui, je l'utilise pas mal. Ouais, j'utilise quand même. Parce que c'est quelque chose qu'on voit peu encore en France. Ça fait 10 ans que je l'utilise. Ouais. Et on a plus de 10 ans, on a 2 types de poulies sur le Krebs. On a le classique, c'est pas le lourd, mais c'est le squat, et puis on a le Desmotech, avec des capteurs de force sur la plateforme. On a aussi une tour qu'on peut utiliser pour des rotateurs externes. Et c'est là où je bidouille en fait sur les quadrilles, sur les ischios, parce que ces poulies me permettent d'élever à différents angles. J'utilise beaucoup sur les nageurs, donc je bidouille sur des. Je prends des manticores, tu sais, les manticores stables, là. Ouais. Je les mets à plat ventre, je fais un mouvement de simulation de rotation. J'ai déjà vu en vidéo. Je fais des faire. En fait, oui, je travaille beaucoup sur les émotions. Parce que j'ai discuté pas mal avec Gaël Faury, qui a Setup Performance, qui est pour moi le plus grand spécialiste de l'iso inertiel en France. Et il me dit, en fait, j'essaye de. Alors, c'est quelqu'un, mais pas du tout dans le marketing. S'il était, il serait millionnaire déjà. Gaël, méthode marketing. Je dis ça alors que j'aime pas du tout ça. Mais en fait, son produit est vraiment bon pour l'avoir testé en iso inertiel, pour avoir testé certains trucs. Avec un seul outil, tu l'as développé, tu peux tout faire parce que justement, tu peux l'attacher partout, tu peux en faire ce que tu veux. Ça, c'est pratique. Et quand je dis, mais pourquoi les entraîneurs ils l'utilisent pas, enfin, c'est génial, enfin, moi je l'ai utilisé aussi. Il me dit, soit ils savent pas quoi en faire, soit ils en ont peur, soit ils pensent que c'est une folie. Quoi. Sur les trois en même temps. Sur les trois en même temps. Mais là, c'est grave. Ouais. Mais tu vois, il y a une chose aussi, sur les inerties, sur le travail excentrique par exemple, tu as la théorie et l'obsession pratique. Donc, je te donne le fondement pensé. Donc, il n'y a pas encore ce que c'est un ICEP, je fais différents colloques, on te dit, l'excentrique, c'est une fois par mois. Le vrai excentrique, c'est une fois par mois, parce que là, il faut structurer, alors c'est voilà, 12 heures. Oui, c'est la physio, bien sûr que oui, quand tu regardes les grandes déchirures, tout le processus. Ouais, sauf que moi, le mec en volet fait 130 sauts par jour. Pas qu'il y ait un excentrique 130 fois quand tu es sur le côté, quand tu joues au foot, quand tu fais du basket, tu freines, tu repars, tu sautes. Mon job, c'est quoi? C'est de préparer pour prendre de l'activité. Quand tu fais de la gymnastique, c'est les RNC sur les anneaux. 2 entraînements par jour en excentrique. Tu passes ta vie en excentrique, en iso, tu coupes les régimes de contraction. C'est pour ça que je te disais au début. Moi, j'étais obligé de calculer les temps qu'il avait en fonction de, regarder les régimes de contraction, me mettre moi des indicateurs par code couleur, puis lui demander à lui quelle était la pénibilité de l'effort perçu derrière. En fonction de ça, par moi de l'excentrique, ça nous fait sur certains muscles tous les jours. Parce que l'activité était toujours sur l'excentrique en fait. Ou alors on coupe l'affaire, après la musculation, on attendait 48 heures, mais l'activité est excentrique. Donc, il y a la théorie, certes, alors peut-être que les physiologues ils vont sauter à la gorge. En tout cas, moi, je reste sur la philosophie qui est la mienne. Moi, je l'ai préparé à ce qu'il y ait l'activité. 130 sauts par jour, 2 fois plus de 130 sauts, 130 fois l'excentrique. Donc, il faut être sûr qu'il le maîtrise. Je ne parle pas d'épaule en même temps, le 130 sauts d'application, c'était le football. Le handball, c'est la même chose, le foot, c'est pareil. Tu as des sports comme ça, tu passes ta vie en excentrique. Donc, tu sais pas en faisant une fois tous les mois de l'excentrique et tu vas pas les sportifs faire l'excentrique. À part le football, par exemple, des maîtres, le mec qui passe leur vie au foot, il reste que aux ischios. Et souvent, en frappant dans la balle. Il n'y a pas de problème, tu n'es même pas prêt dans ton activité en fait. Tu n'es pas prêt à réaliser le geste de base de ton activité. Donc
Donc il n'y a pas que des problèmes biomécaniques, il n'y a pas que des problèmes sur charge d'entraînement, c'est qu'est-ce que tu fais en fait pour préparer le sportif. Encore une fois, c'est pas une science exacte, pour être au moins équipé pour réaliser ce que tu as fait dans l'activité. Ouais. Donc c'est ça la préparation physique. Moi, mon job, c'est équiper le sportif à s'entraîner. Je dis bien équiper à s'entraîner. Une fois qu'il pourra s'entraîner, potentiellement, si l'entraîneur et nous n'est pas trop mauvais, développer des qualités physiques, technico-tactiques, psychologiques, spécifiques à l'activité. Et potentiellement, les performer. Mais la première chose, c'est équipons-les à s'entraîner. Parce que si tu n'es pas équipé, tu ne peux pas s'entraîner. Donc comment tu veux performer? Le nombre de sportifs qui sont en souffrance parce qu'il y a des pathologies qui sont récurrentes, de genoux, d'épaule. Alors je te parle bien des sportifs pro qui, dans certains sports, aussi 1 an, volley, basket, dans le club étranger, en France, derrière, c'est 1 an, on va affronter des circonstances. Donc c'est un coup d'anti-inflammatoire, et puis on n'en a rien à faire parce que tu as fait ton année, puis l'année après tu passes ailleurs, et tu te retrouves avec des sportifs qui sont avec des problématiques récurrentes, inflammatoires, toute une carrière. Bien sûr. Et c'est là où je disais que l'importance de. Presque il faudrait être blessé avant, alors bien sûr il ne faut pas être blessé. Tout ce qu'on passe sur les activités, les moitiés, les profils dynamiques avant, et puis que potentiellement on trouve les exercices les plus adaptés pour cette période de développement du sportif. Mais les sportifs passent sur une blessé en fait. À Samir, il était blessé depuis les Jeux de Tokyo quand j'ai récupéré. Ça fait 3 ans qu'il était blessé. Donc mon premier job c'était de faire en sorte qu'il ne soit plus blessé, pour remonter sur les anneaux. Pour après aller se qualifier sur 4 records de Coupe du Monde. Pour après le match aux Jeux Olympiques. C'est compliqué l'histoire. On va finir 4e. Ouais. Je te taquine. J'ai envie de me fâcher là. Ouais, tu parles de profilage. Qu'est-ce que tu appelles et qu'est-ce que tu mets en place pour profiler tes athlètes justement? Quel type d'exercice c'est ça que tu veux me dire? Ouais, quel test tu mets en place? C'est que du physique, du mental, de la bioméca, de l'analyse anthropo. Ouais, alors, moi c'est surtout du profilage dynamique moteur. Donc je vais les voir en mouvement parce que c'est fait aussi par les kinés, mais souvent les kinés sont bien meilleurs que nous sur des tests très spécifiques kinés. Ils sont tous complémentaires avec le profilage dynamique moteur. Il faut aussi le kiné. Moi, des choses simples. Déjà, je regarde la morphotypie. Je prends des photos de face, du côté, de dos, regarde un petit peu comment il est en statique. Après, j'ai une élève en dynamique. Souvent, on oublie de regarder les gens marcher, en fait. Donc, tout simplement, je filme de face, de dos, de côté. Ça donne un sacré indicateur. Même pour des sports qui sont des sports terrestres. Après, il y a des tests simples. Le test, si je dois en retenir 2 tests, bien sûr, le paxulaire, c'est le squat. Donc, et puis derrière, le test qui passe. Passage de haie. Voilà, passage de haie. Tu t'es inspiré de FMS? Oui, c'est FMS, mais le test, oui, c'est FMS, mais FMS, c'est pas monté le test. Ah non, carrément. Le squat, c'est squat éguerre, hein. Juste, je dis toujours, c'est comme quand tu parles des kettlebells, c'est dégueu, ça, les gars. Vous avez juste mis de la peinture dessus, vous avez changé les noms. Hein. Le HIIT, c'est des circuits training, ça existe depuis 1936. Ouais. Donc oui, effectivement, ce test. Donc FMS, moi, je l'ai découvert à Valence Football américain, je regarde, moi, je vais foot américain, il y a des années. Et je vois le bâton, avec des graduations. Je me rappelle, c'était les silos du site. Et je vois ça, mais 10 secondes. Je sais pas ce truc. Je compte avec des potes, clac. Bon, je mets 6 mois à trouver le matos. Je commande le matos, ça prend 6 mois, en passant par le Canada. Il arrive en France et j'ai le matos en face de moi, en fait. Mais j'ai rien. J'ai pas de bouquin, j'ai rien. Donc j'ai juste des photos. Je dis, qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Donc, et puis j'ai le YT, tu sais, la fois d'exercice. Que j'utilise plus, voilà, c'est discutable pour si tu veux. Je me fais ma propre échelle, en fait. Et j'utilise le test, mais ma propre échelle, donc mes propres indicateurs, parce que s'il y a une limite de FMS, qui existe avec beaucoup d'études, c'est que derrière la cotation, et de la cotation, on te donne tu as des équilibres, un gros déséquilibre, alors tout va bien. Oui, alors, en fait, ça ne m'intéresse pas ça. Quand tout va bien, tu ne bougeras peut-être pas de la même façon. Exactement. Donc moi, je regarde tout ce qui se passe, en fait, et je note tout ce qui se passe. Ouais, je note celui qui est, par exemple, un clé qui est en version direct, tu regardes les jeux où est-ce qu'il n'est pas en train de faire un Varus, un Valgus. Derrière, tu regardes les bassins, tu regardes le mot platé, je note tout. Et en fonction de ça, derrière, j'ai le profil du sportif. Je ne note pas juste des équilibres. Et ça me permet de coupler entre le squat, le test où tu passes au-dessus de la haie, le test d'épaule,
En test d'épaule, je me suis mis la tête à l'envers pendant 2 mois, par dire des années, pour trouver le test d'épaule. En fait, je n'arrive pas à trouver. J'allais te poser la question, parce que moi, c'est où tu te rappelles les mains. Tu voyais que les droitiers, ils avaient toujours. Bah oui, bon, ça, c'est un test de mobilité, mais je veux dire de test d'épaule ou de force. C'est compliqué parce que déjà, élastique, bon, l'élastique, il n'a pas de tension. Si tu le mets à 30 degrés ou 35 degrés, c'est plus la même chose. Pas tout le monde a un ISO cinétique. Voilà, exactement. Donc, en fait, tu n'as pas un vrai test d'épaule. Tu as des tests d'épaule. Alors, je fais le test de simple, je fais le jeu pour voir le camp en fonction de la. Derrière, j'utilise aussi, tu peux utiliser des capteurs de force pour voir sur un test isométrique. Ça, plus ça, plus ça, me permet de voir dans le mouvement comment le sportif fonctionne. Je vais te donner un exemple concret après sur une problématique de terrain. Donc, le profilage, j'essaie de l'adapter en fonction des disciplines du sportif. Mais, encore une fois, il y a la théorie et la pratique, sur le terrain. Pour moi, pour bien avoir apporté le profilage il y a des années, alors que ça n'existait pas avec le FMS, avoir la première que j'ai formée, c'était à l'heure de Rémi, avec l'équipe qui fait le voyage de profilage. On doit se voir sur Paris à la fin octobre. Oh, ben, super. Et donc avec Anne-Laure, je l'ai profilé parce qu'on avait, il y avait tous les sportifs de la Fédération française des sports de glace. C'est tout se passé. Donc ça me permettait en fait de la former parce que derrière, nous, ce qu'on voulait, et ce qu'on a fait, c'était de former bon nombre de collègues dans l'ensemble des établissements pour mutualiser les pratiques dans le cadre du réseau de concept, pour que tout le monde ait la même approche, des tests à peu près en commun. Donc j'ai fait les recoupes à la façon 4, on s'est séparé la France. Après, on est parti aux Jeux Olympiques de la jeunesse, donc à Buenos Aires, 4500 sportifs, on a passé quand même. On a passé plus de 2000 à Lausanne sur les Jeux d'hiver. Et en fait, je te dis ça pourquoi? Pour revenir à la question. Je pense que tous les sportifs devraient passer par au moins le test de base. Une batterie, une partie d'une batterie de test de l'FMS, adaptée à quelle échelle FMS, de notre échelle, on s'en moque. Et derrière, ce qui permet de voir quoi? La mobilité globale. Les potentiels déséquilibres. Encore une fois, la définition de l'activité sportive, c'est l'activité sportive et un déséquilibre harmonieux. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir dire lui il est déséquilibré, ça fonctionne pas. Non. Quand tu es sur les anneaux comme ça, mais quand tu dunks, quand tu nages, il n'y a pas d'équilibre, on n'est pas fait pour ça à la base. Donc voilà, c'est l'équilibre de l'activité. Si tout ça est validé, normalement, il faudrait, dans un monde parfait, avoir des tests de profil dynamique plus spécifiques en fonction de l'activité. Si tu prends par exemple un nageur, et si tu prends un gymnaste, parce que c'est problématique les Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires, on était avec l'école nationale suisse d'ostéologie qui avait développé un logiciel pour faire des tests de mobilité qui avait très bien, simplement un iPhone. Par contre, sur un contenu, ce n'était pas adapté. Donc on a échangé, on était bien d'accord, c'est pas le problème. Parce que derrière, tu voyais par exemple la cotation, on prend un nageur, oh là là, hyper laxité, tu prends un nageur, oh là là, ouais, mais pas de laxité, il faut vraiment travailler la mobilité chez le gym. Mais ben non. Oui, pas. Ouais. Oui, mais non, en fait, dans une certaine limite, parce que s'il est hyper lax, comme un mec qui fait du dos, je pense que sur les anneaux, donc voilà la limite. Donc, deuxième niveau de test de profilage. Et le troisième niveau, qu'on aimerait, tu vas vous le mettre en place avec Adore, on n'a jamais eu le temps de le faire, c'est un test vraiment spécifique de l'activité, de l'activité. Donc tu passes le premier cut, il faudra avoir le deuxième cut un peu plus spécifique dans l'activité. Maintenant, tu passes pas le premier cut. Là, c'est le problème quand même. Et puis là, on a beau me dire, ouais, mais lui, il nage. Il nage, il n'a pas une mobilité de cheville. Je te rappelle qu'il fait je sais pas combien de virages, et qu'en compétition, il y a quand même un appui sur les pieds. Au départ, ça pose une certaine problématique sur les plots, là, en bagage, je sais pas comment il s'appelle. Donc oui, il est problématique quand même. Donc peut-être que là, ça peut te faire gagner du temps. Tout à l'heure, je te disais que j'ai donné un exemple concret de terrain. En 2012, j'ai eu le Dilorandi de la nageuse paralympique, qui a mis la femme aux Jeux paralympiques, pour deux problématiques d'épaule. Et le dit ne pourrait plus se servir de ses bras pour manger. Nageuse championne paralympique. Donc la première chose que j'ai faite, la deuxième chose après l'entretien, c'est d'aller voir la piscine, de bidouiller des caméras pour aller voir les jeux. Parce qu'en fait, si je prends le manuel pour soigner l'épaule, je fais du rotateur, je fais du fixateur, on est en 2012, et puis voilà. En fait, les problématiques n'étaient pas la problématique, et je ne suis pas en train d'orientation, c'est qu'il faisait et du roulis, comme ça, tu vois, et puis en plus, ça oscillait. Donc ça veut dire que j'utilisais mal son pied parce que c'est sa problématique de handicap sur un pied.
Et quand elle tendait son bras, en fait, son appui, son pouce était trop à l'intérieur, donc il y avait une rotation de l'humérus, et sur sa prise de respiration, en fait, au lieu de tourner comme ça, tu sais, les nageurs sont comme ça, elle était en hyperrotation. Donc en fait, elle faisait ça. Donc qu'est-ce qui se passait? C'est l'épaule. Donc moi, pour soigner l'épaule, bien sûr, qu'on a travaillé l'épaule, bien sûr, moi j'ai fixé pas ça, j'ai fixé avec les petits bras fessiers, j'ai fait un gros travail avec l'entraîneur d'intégration pour elle, j'accepte qu'il y a un handicap, parce que pour elle, 19 opérations, il fallait accepter le handicap. Donc j'utilise les jambes, et un gros travail, justement, global, en parallèle du travail de l'épaule, pour aider la problématique d'épaule. Ce que j'avais dit à l'époque, je lui ai dit, voilà, à l'issue de la vidéo, je dis, moi ce que je vois, je dis, moi j'ai spaghetti, je vois un spaghetti, tu vois, spaghetti, je suis dans ta casserole, c'est pas. Moi, ce que je veux, c'est un spaghetti pas cuit. Tu vois, c'est l'autre. Bon, pour deux, il y aura la phase al dente. Donc, ça va prendre un peu de temps. Et à la fin, donc, Elodie fait les championnats du monde. Donc, à la fin, en janvier, elle fait le championnat du monde en août, je crois. Elle fait le 100 mètres, qui n'est pas sa spécialité. Donc, elle fait sa meilleure perf. Je ne sais plus si elle gagne. Elle gagne 7 cycles bras. Ça a permis à faire une expérience. Sur le 400 mètres, elle a gagné 17. 17 sur un 400 mètres. Ça veut dire que du spaghetti pas cuit, on est passé au spaghetti cuit. Voilà. Donc, comme pas cuit, pardon. Et donc, t'inquiète, on a compris. Celui, c'est bon. Je suis pas bon en cuisine, c'est pour ça. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? Eh ben, c'est pas de travailler sur l'épaule, parce qu'en fait, l'épaule, pour moi, c'est ce que j'appelle les cuisines de la shit. Qu'est-ce qui fait que cette épaule, en fait, est si fluide? Derrière, c'est tout le travail. À Samir El Saïd, je reviens sur la problématique d'épaule, sa problématique du biceps, je suis allé jusqu'à travailler les mollets, pour le travail du pied, donc pour aller tout refixer, les adducteurs, on est loin du biceps. Hein. Mais pour que derrière, en fait, je mets quand il est sur les anneaux, c'est une planche qui ne bouge pas, qui met moins de tension sur ses biceps. Donc, la philosophie, elle est comme ça. Ouais. Ça choque beaucoup de monde, mais j'assume ma folie. Moi, je suis content parce que ça valide plein de choses que je fais. Ah, ça va, absolument. Et oui, pareil, des mecs qui te disent, j'ai super mal au dos, truc machin, tu regardes, c'est tes pieds qui vont pas. Ouais. Ton bassin, ton pied il est pas stable, donc ton bassin récupère, donc ton dos il fait ça pendant 3 heures par jour. Forcément, qu'à un moment donné, ça siffle un peu, tu vois. Exactement. Et tu dis, bon, mais toi, Pignon, on va faire du boulot, tu fais ces chaussettes, tu fais des ça à la compte, et tu dis, vas-y, qu'est-ce que je fous ici? Puis 2 jours après, il t'appelle et il dit, putain, là, j'ai pas eu mal au dos depuis 48 heures et tout. Je dis, ouais, je te reposais, tu vois, en rigolant. Tu vois, on s'est entraîné comme d'hab. Tu vois, et alors, je vais refaire la chaussette. Hein. tu rigoles, je dis bon, lui il a compris, mais par contre l'entraîneur qui te l'a envoyé ou qui bosse avec toi, tu dis alors, il a mal au dos parce que ses pieds sont trop faibles. Donc tu dis, il a mal au dos parce que son dos est faible. Alors non, mais je vais essayer de t'expliquer. Alors souvent ils sont ouverts et ils te disent bon, on voit qu'il y a du mieux, on te laisse faire, mais on comprend pas. C'est là où. Je te coupe, c'est là où tout à l'heure on disait, c'est mon fonds de commerce, il faut qu'ils soient autonomes en fait. Parce que je leur dis toujours, dis-toi une chose, c'est quand tu sortiras d'ici, l'entraîneur, potentiellement, l'entraîneur, le préparateur physique, le kiné, même moi je ne te le ferai pas faire, parce que je fais plus en fait. Donc il faut que tu sois autonome, il faut que tu comprennes que c'est, il faut que tu le fasses. Et tu vois, à l'instar de ce que tu viens d'écrire, j'avais Kim Tilly, en charge, qui était une Krebs, problématique du genou. Bon, tout un tas d'exercices. Le jour, on m'appelle. On m'a dit, Christophe Sarah, tu peux où il était en Grèce avec moi. Christophe Sarah, moi j'ai mal au genou. J'ai dit, Kim, tu fais bien toutes les routines, d'avoir mal que tu fais. Oui, sauf une. Je lui dis, laisse-moi deviner. Oui, il était de cheveux. Il dit, comment tu sais? Je dis, regarde ton profil, ton machine qui est comme ça, là. Je t'engage à refaire. Et à tout moment, les quelques petits degrés là, que tu as perdu, il a fallu se mettre après, il m'a dit, c'est bon, je peux rien dire ça. La petite que t'enlèves, en fait, c'est certainement celle qu'il faut pas t'enlèver. Ouais. Et ce que j'essaie de faire, parce que tu te rends compte que plus tu avances dans la carrière sportive, plus tu es routine, parce que donc j'essaie de hiérarchiser, de leur dire, ok, bon, tu peux pas tout faire tous les jours. Par contre, il y a ce que j'appelle ton pas de tombeur, c'est-à-dire ce que tu vas manger tous les jours. Donc c'est là qu'il faut que tu la fasses. Et si tu ne peux en faire qu'une, c'est celle-là que tu vas faire.
Par contre, si tu dois hiérarchiser, si tu en as 5 à faire, là, tu feras les 2 là tel jour, les 2 là tel jour. Par contre, celle-là, dans cette période-là, à ce moment-là, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que c'est là, c'est indispensable. Et c'est là où je te disais, dans l'approche préparation mentale, il n'y avait pas tant, je fais de la préparation mentale, c'est que je dis toujours à l'entraîneur, je lui mange la tête, en fait. Quand il sort de là, si j'ai fait mon boulot, t'as pas besoin de me dire. Ou alors le mec, c'est vraiment qu'il n'est pas connecté, qu'il n'est pas cérébré. Il sort de là, il a compris qu'en fait, il a des choses à faire. Et ça, c'est c'est, je pense, quelque chose de très important dans le travail. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a un thème que tu avais envie d'aborder aujourd'hui? Non, pas spécialement. Je vais en avoir plein, mais voilà, je me laisse guider. Parce qu'en fait, je vois l'heure avancer. C'est toujours le problème. Le problème, c'est que là, on n'est pas chez nous, comme on dit. Je veux pas délasser. Ouais, c'est ça. Là où je suis content, c'est que tu vois, il y a des questions que je te reposerai là, parce que vraiment, je mettrai l'ancien épisode, qui finalement est complémentaire. C'est vraiment une partie 1, sans savoir, tu vois. C'est une partie 1 à ce qu'on a abordé aujourd'hui, donc tout ça, super intéressant. Je vais te proposer quand même les mêmes questions de fin, peut-être évoluant en C'est pour toi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur? Un bon entraîneur, c'est celui qui a à faire pour les sportifs, c'est ça. Je pense que je ne suis pas le premier ou le seul qui va te donner cette réponse. Et je te dirais qu'un bon entraîneur, c'est surtout celui qui aime l'humain des gens. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est vraiment la relation humaine. C'est vraiment ce qui m'anime dans mon métier, en fait. C'est l'échange côté avec les sportifs. Alors, je ne veux pas dire que j'ai la chance de travailler avec qui je veux, mais pas loin quand même. Et c'est vraiment ça. C'est comment tu vas échanger, apprendre des choses, mutualiser avec les entraîneurs, les préparateurs physiques, les médecins, et à travers le sportif. Comment tu vas te remettre en question. Donc le bon entraîneur, c'est celui qui est le bon préparateur physique. Le bon entraîneur, c'est celui qui est capable déjà d'être bienveillant, d'avoir une analyse globale du sportif, comme il faisait tout à l'heure, dans son activité de point de vue anatomie, biomécanique, physiologie, on va dire cognitive, psychologique, et qui va arriver à mettre en place différentes situations d'entraînement, de préparation physique, de préparation mentale, arriver à guider le sportif à des bonnes indications pour l'amener à progresser, quel que soit le niveau du sportif. Et c'est ça c'est un peu comme le monde enrichisseur, tu vois, ça va gagner des 100 euros, mais c'est ça. Est-ce que tu as une formation à conseiller aux gens qui nous écoutent? Formation, alors c'est un peu difficile de donner une formation. Il y a l'ICEP de récréatisation. L'ICEP, il y en a une. L'ICEP, là, c'est la formation européenne de préparation physique. Alors, elle n'est pas accessible forcément à tout le monde. Et moi, je l'ai suivi cette formation, c'était la première année, donc la formation européenne de préparation physique. Pourquoi cette formation? Moi, je l'avais choisi à l'époque parce que tu fais un entretien, pour entrer à la formation, donc on m'avait dit, mais en fait, c'était de mon côté, vous devez être formateur. Je dis, mais non, pour une fois, moi, j'ai envie de me laisser bercer, et j'ai envie d'être formé, et surtout, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, c'était pour moi une vraie plus-value d'aller voir ce qui se passait dans différents pays, entre différents préparateurs physiques. Donc, on avait la Finlande, on avait la Suède, on avait l'Italie, la France et la Suisse. Et donc, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, les différents types d'outils, les différentes philosophies, tu te rends compte que d'un pays à l'autre, c'est pas forcément la même philosophie, la même approche. Et je trouve cette formation vraiment très riche. Et surtout, ça sort de la zone de confort qui est celle des nous français, c'est que tu es obligé de la faire tout en anglais. Bon, je me débrouille en anglais, mais encore une fois, autodidacte, j'ai appris à lire. Bon, ben, ça m'obligeait à nous remettre bien en anglais, et voilà, c'est une formation que je considère. Un livre? Voilà, je fais la publicité, moi je connais écrit avec Anna, la prophylaxie dans le sport des aimants. Bien que la prophylaxie, en fait, pour tout te dire, je jouais avec Anna, je cherchais le titre, parce que nous, on ne voulait pas ce titre. La prophylaxie, c'est pas médical. Pas médical, mais on nous a dit à l'ICEP, c'était plus vendeur, on aurait préféré l'athlétisation préventive dans le sport de niveau. Et après, en termes d'ouvrages, moi je me suis beaucoup intéressé à beaucoup d'ouvrages sur justement tout ce qui était la plasticité et autres. Des ouvrages qui sont relativement simples. Alors le titre, c'est quoi? C'est les étonnants pouvoirs du cerveau, quelque chose comme ça, de Norman, de Hodge. C'est simple, ça ne vaut rien, c'est des ouvrages que tu trouves sur Amazon sur 15 euros, mais qui sont un peu une revue de littérature. Parce qu'effectivement, quand tu es un sportif blessé ou même en préparation physique, c'est comment toi tu vas justement essayer d'activer les bons neurones, de faire le bon nombre ou pas de répétitions pour
revenir à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait. Ma philosophie de tout ce que je mets en place, c'est pour le transfert de l'activité dans les appuis, dans la posture, quelle que soit la discipline. Donc, on en parlera en off, mais je suis en train d'essayer de modéliser quelque chose que je mets en place sur la prépa physique depuis quelques années, qui se base de moins en moins sur la physiologie, et de plus en plus dans l'état mental dans lequel le sportif va passer pendant la séance. Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose qui est directement transférable avec les exercices qu'il faut, directement transférable dans la pratique. On en parlera en off. Parce que j'ai encore du mal à verbaliser toutes les étapes. C'est des choses que j'ai fait instinctivement. Et donc, je ferai un jour un article sur le entraîneur là-dessus, mais il faut que ça me nourrisse encore un peu. J'avais écrit un jour, des fois j'ai fait des petites citations sur les rétention, n'ayez pas peur d'innover, l'entraînement n'est pas une science exacte. Et j'ai tellement entendu, je te disais au football américain, la fréquence cardiaque, en fait, que j'étais à la rue. T'imagines quand on a présenté, nous, avec Vincent Leclerc, on a eu un ami, il était à l'entraîning room. Les entraîneurs, c'est moi qui l'ai présenté, les entraîneurs en préparation olympique, je ne sais plus c'était quel jeu d'ailleurs. Mais je me suis fait limite insulter. On m'a dit, c'est lourd ton truc, c'est un malade. Je lui ai dit, mais regarde sur l'invitation. En fait, nous, ça nous est venu comme ça, un soir de barbecue. Leurs potes, qu'est-ce qu'on peut faire pour le sport de niveau? Lui, pas du tout le sport de niveau, en fait. On a plutôt fitness et autres. Je dis, écoute, moi, je souffrais d'hyperthermie comme je joue au foot avec quelqu'un. Je jouais en élite. Le joueur du club était à Nancy, et puis là, le joueur de monde, on descendait à la Cannes, on descendait à Aix-en-Provence, tu pouvais, avec le casque, les polières, tu n'avais pas à te refroidir. À l'époque, j'avais vu en 99 le docteur Ménéli à l'hôpital Laurent. J'ai bien se rapprocher des chercheurs, et on n'a pas pu mettre le rapprocher en place. Donc je lui ai dit, la chaleur, en fait. Et nous voilà dans ton sevrage, donc les lendemains, à mettre les radiateurs électriques au taquet, à faire des hits avec les acariens, à tomber à moitié par terre. Quelques jours après, on va à Castorama, on va acheter un sauna, puis on met dans ce village. Puis on commence à vivre tous les 6 mois comme ça, avec le truc de Castor. Puis on cherche après comment on peut créer notre propre cabine. Il y a 2 études qui existent à l'époque. Il y a une étude qui est aux États-Unis, une autre qui est en Australie. Il n'y a rien en fait. Moi, je vais présenter quelque chose qui n'existe pas, et je leur dis, nous, il nous semble qu'il faut se mettre à 37 degrés. Et 37 degrés, parce qu'on s'est dit, à combien on le met la cabine? Je dis, 25, c'est chaud quand même, la température du corps, de manière complètement arbitraire. Et après, tiens, on va le mettre au-dessus. Et en fait, tout ce que. Moi, j'avais une opération du dos, j'ai fait toute la règle du dos. Et tout ce que l'on ressentait, dedans, en fait, on le notait, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue commence articulaire, musculaire. Après, on a présenté, à l'époque, c'était Christophe Oswiertz, qui était le chercheur à l'ESSEC. Et quand on a présenté la cabine, il a pris l'avion, il dit, vous avez vu, j'en rêve depuis des années. Tout ce que vous me décrivez, en fait, c'est tout ce que je veux mettre en avant. Et donc, c'est un peu l'histoire de ma vie, sur plein de méthodes. Le BFR, on en avait parlé, je me souviens. Le BFR, je me suis insulté par des chercheurs de l'INSEP, il n'y a encore pas si longtemps que ça, parce que je ne vais pas faire une redite de ce qui sera dans l'autre épisode. En 2014, on m'avait demandé de bosser là-dessus pour faire mon mémoire de master, voire même la thèse derrière, parce qu'il y avait quasiment aucune étude là-dessus. 2009. Et on se rendait compte qu'il y avait des effets sur l'entraînement. Ben oui, 2009, parce que je vois ça à la télé sur des mecs, des militaires américains, memorialisés, et puis je ne vais pas acheter, je vais pas refaire l'épisode, mais je me sens avec tout ce que je trouve, puis je teste. Et en fait, voilà, ça c'est l'histoire de ma vie, de mettre plein de choses comme ça. Donc, effectivement, à titre personnel, et les collègues, ne prenez pas les sportifs pour des grands laboratoires, mais en fait, n'ayez pas peur d'innover dès le moment où vous réfléchissez à ce que vous mettez en place. Mais d'une part, que ce soit pas dangereux. Deux, qu'il y a un minimum derrière de référence, que ce soit, on disait, anatomo-biomécanique et physiologique, et derrière, qu'il y a une idée derrière. Moi, mon principe, c'est tout est discutable, discuter dès le moment où tu l'argumentes. On peut ne pas du tout être d'accord sur une méthode, par contre, si derrière tu me dis, oui, mais moi je fais ça, pour ça, si tu viens me dire que tu fais de l'hypertrophie musculaire en faisant d'une répétition à 95% de RM, c'est compliqué de faire des autres trucs. Voilà. Par contre, si derrière tu me dis que toi, peut-être tu vas le faire sur des séquences maximum de pompes, parce que derrière tu es sur une hyper fatigue et que derrière il y a. Oui, on ne le savait pas avant, mais oui, ça fonctionne en fait. Donc voilà, ça c'est pas discuté en fait. Donc, ayant toujours derrière certaines références, innovons.
Moi qui suis aussi du football américain, je te dis c'est impossible d'inventer des nouveaux schémas tactiques, le foot américain passé, c'est possible. J'ai inventé des alignements défensifs. Donc tu sais pourquoi tu fais, ça fonctionne pas. Moi j'appelle ça le modèle idéal hypothétique. C'est mon modèle idéal hypothétique. Idéal parce que j'y réfléchis. Hypothétique parce qu'en fait, je sais pas, j'ai pas le mot place. Donc j'essaie de réfléchir et petit à petit je fais ça. Donc, oui, moi je t'engage là, tu as des certitudes, mets-les en place. Et heureusement, souvent on me dit, non, ça va pas. Mais heureusement qu'un mec, un jour, il me dit, tiens, je vais aller sur la lune. Puis heureusement qu'il y a un mec, un jour, il me dit, tiens, j'en ai marre de sauter sur le ventre au moteur, si je passais sur le dos. Pour info, maintenant tout le monde saute sur le dos. Donc voilà, Et je te laisse le mot de la fin. Merci pour tout ce que tu fais, en tout cas, pour la reconnaissance du métier, pour les échanges, parce que j'apprends beaucoup à travers mes collègues, j'en connais quelques-uns, bon nombre, mais c'est bien de laisser ce petit temps de parole, de mutualiser les pratiques, parce que ça permet à chacun de réfléchir. Je réfléchis beaucoup à l'écoute de mes collègues, de se remettre en question, parce que ceci c'est quelque chose d'important. Le jour où on pense qu'on a la science infuse, je pense qu'il faut arrêter ce métier, avoir des certitudes, les remettre en question, et puis avancer. Donc merci à toi. Merci Christophe. Bon, j'espère que l'épisode t'aura plu. Alors pour la semaine prochaine, petit point d'interrogation. On hésite entre un épisode et l'autre. Je te les donne en avance, mais c'est un secret. Ça sera sûrement Claude Fauquet ou Jérôme Corral. Voilà, tu sais que les deux passeront dans l'émission. Tu auras le doute pour la semaine prochaine. En tout cas, n'hésite pas, si tu es toujours là, à t'abonner, à venir voir ce qu'on fait sur le Club des entraîneurs. Je suis sûr que ça peut t'intéresser. Et sinon, partage cette vidéo à qui ça pourra intéresser. Salut!